Nous vous retrouvons, madame, messieurs, sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith. Nouvelle sortie, nouvelle rencontre, nouvelle fierté. Oui, d'ailleurs, la fierté reste plus que jamais imperceptible avec vous et nous. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Encore des sujets ce matin, encore des éléments, encore des histoires. Mais surtout, nous irons dans le tréfonds du Cameroun pour mieux comprendre ce qui s'y passe et comment on reconstruit ce pays qui quasiment aujourd'hui est en lambeaux. Si jamais vous nous regardez ce matin à Batouri, c'est quelque part là-bas, l'Est Cameroun, ou vous nous regardez très loin à Mora, nous vous souhaitons la bienvenue. Si vous nous regardez dans le Ndonga Mantoun, c'est bien évidemment dans le nord-ouest du Cameroun, ou encore vous êtes quelque part là-bas, je vais dire à Banganté, ou même à Babichoua. Bonjour à vous, bienvenue, madame, messieurs. Allez, la grande équipe est là ce matin, la très grande équipe, vous la connaissez, Charles Bachou, Bonbon Bengan, Karine Sontia, Dominique Audrey, tous ensemble réunis pour la même mission, mais surtout pour une cause d'ensemble, vous servir et vous permettre de rester, quoi qu'il en soit, éveillé. Bonbon Bengan, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Don du chef de l'État, oui, je n'en ai rien. Mais lorsqu'on fait les dons des choses, il semble qu'on a oublié la proportion qui aurait dû bénéficier des dons. Chef de l'État ici, votre comité national de ceci, je n'entends parler des orphelinats. J'ai entendu parler des prisons, très bonne chose. J'entends parler des familles déshéritées, très bonne chose. Mais il y en a aussi des orphelinats, il en existe. Et d'ailleurs, vous adoptez les enfants là-bas. Mais comment les orphelinats sont les oubliés de la République, surtout à cette période ici. Confinement, et ainsi de suite, les marchés n'en plus. D'abord, les orphelinats n'ont pas de moyens. Comment avez-vous oublié les orphelinats? Là, j'interpelle le ministère en charge des affaires sociales. Même lorsqu'on parle des orphelinats, par, j'allais dire, un glissement, on parle de Douala et Yaoundé. Et on oublie les villes intermédiaires. Il y en a en Konsamba, Bafang, Edea, partout. Mais comment vous pouvez quitter Yaoundé pour Douala? Vous sautez Edea, vous quittez Douala ou Yaoundé pour Bafoussam, vous oubliez les Konsamba, les Bafang. Je ne comprends pas le calcul qui est fait au niveau de la République. Et ça, M. Ngachou, le ministère des Affaires sociales, après on viendra vous dire les handicapés moteurs ont fait que maintenant le confinement ici, Corona ne les touche pas. Ou alors vous vous êtes dit qu'ils meurent même. Donc, en tout cas, plus que jamais, nous interpellons le ministère des Affaires sociales à se prononcer et surtout à nous dire quel est le plan de riposte par rapport aux orphelins ce matin ou pendant cette période également de Covid-19. Donc, on ne les oublie pas. Charles Bachou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. La crise anglophone a été causée depuis 2016 par une grève des avocats et les enseignants. Évaluer la validité de cette déclaration. Tel est le sujet que un professeur, un enseignant de l'université de Bola, notamment enseignant d'histoire politique et constitutionnelle du Cameroun, a donné aux étudiants de première année. Sauf qu'on ne sait comment c'est arrivé aux oreilles du ministre de l'Enseignement supérieur qui a sommé le vice-chancelleur que cet enseignant soit désormais muselé. Tenez-vous bien, il s'agit de maître Agbo Mbala. Pourquoi a-t-il donné ce sujet? Point d'interrogation. Dans tous les cas, le ministre a rappelé que l'université n'est pas politisée, pas de politique à l'université. Seulement à Yaoundé, à l'Amphi 1000, il y a une très grande photo du chef de l'État qui est là, le choix du peuple. Dans les livres scolaires, on retrouve encore cette même effigie qui est représentée entre les deux. Qui fait la politique? L'université, le ministre ou l'enseignant? On te dira en même temps que nous sommes sous le régime, sous le règne Biya. C'est peut-être mieux de le dire comme ça. Peut-être pour mieux vous répondre, Charles Bachou. Mais c'est assez compliqué quand même. C'est une situation réelle. Le Cameroun, depuis 4 ans, traverse cette crise dans les régions anglophones. On refuse qu'on en parle. Doit-on enseigner cette histoire ou pas quand on sait qu'à un moment donné, dans les livres, beaucoup d'histoires sont biaisées? Voilà. La question, bien sûr,
Peut-être vous pourrez la répondre, madame, monsieur. Allons d'abord accueillir Karine Santia, qui est avec nous ce matin. Bonjour Karine et bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aussi aux téléspectateurs. Enfin, on va arrêter de nous montrer des examens faits dans des centres de radiologie et d'imagerie médicale pour nous dire que c'est ça qui montre que vous avez le Covid-19. Et depuis quelque temps quand même, il y avait des Camerounais qui se plaignaient du fait que dans les hôpitaux, il n'y avait pas de tests de dépistage. Ils ont été conduits ou encore renvoyés dans les centres d'imagerie médicale pour faire des examens et des examens de radio. Et au final, c'est là-bas qu'on leur disait si effectivement le thorax s'est touché ou autre chose. Et désormais, le ministre de la Santé a demandé de ne plus le faire. Et si vous avez des cas suspects de coronavirus dans vos centres, redirigez-les tout simplement dans les centres dédiés à cet effet. Et quand on sait en même temps que Charles Amel Batio, dans une colère ici au courant de la semaine, quand même allait jusqu'à nous dire que dans ces centres-là, en ce qui concernait cette radiologie, je pense bien, il y avait, lui c'est la radiologie. 116 150. Le scanner. 118 à 125 000 suivant les centres. Et lorsque vous décriez également cette réalité sur ce plateau il y a quelques jours, on se rend compte certainement que cela aurait interpellé au plus tôt le ministre de la Santé publique. C'est vrai. Espérons que... Non, c'est vrai. Il faut le dire, mais sauf qu'il n'y a pas de réactif, il n'y a pas de test. Non, mais l'autre chose, je veux bien comprendre, comment on peut vous passer au rayon X et on voit le virus? Bonne question. Et le radiologue examine l'état des poumons. Je dis c'est aussi la base de l'état des poumons. Est-ce que les poumons sont infectés? Est-ce qu'il y a des perforations? Est-ce qu'il y a des alvéoles? J'ai discuté avec un radiologue qui m'a essayé de m'expliquer en disant ça aide puisqu'il n'y a pas de tests. On a fait venir 300 000 tests. Comment ont-ils été répartis? Comment ont-ils été utilisés? Écoutez la question. On a donné 1 million de cache-nez sur 25 millions de Camerounais. Ça veut dire qu'il y a 24 millions de Camerounais qui vont souffrir. En tout cas, au-delà de ces cache-nez, on va même se questionner. On va poser la question de savoir la campagne que le ministre de la Santé lui-même avait initiée ici à Douala. Quels sont les doualais qui ont bénéficié de cette campagne? Combien sont-ils? Est-ce qu'on les a répertoriés? Est-ce qu'on a au moins aujourd'hui les résultats de cette campagne? On en reparlera avec vous. Je vais vous donner un petit indice. Il y a des personnes qui nous ont écrit pour nous dire que eux, ils habitent dans un immeuble qui a peut-être 4 niveaux. Et que, étant au balcon, ils ont vu comment ces équipes-là se déployaient au niveau du rez-de-chaussée. On parlait là-bas et puis sont sortis de la barrière et sont partis. Donc imaginez que les autres 4 niveaux n'ont pas été touchés. Très bien. Dominique Audrey Oyengelek, vous nous retrouvez ce matin. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, à la suite de Charles Amel, moi je suis désolée que monsieur responsable de l'université, non monsieur, c'est femme oui, s'offusque de ce qu'on parle de l'histoire parce qu'aujourd'hui, cette crise que traversent les régions anglophones fera partie de l'histoire. Malheureusement, cette situation m'a ramené à cet enseignant qui a été... Félix Ningué. Parce qu'il avait posé une question qui impliquait M. Kamto. Malheureusement, on se retrouve dans ce registre-là. Et il faudrait savoir que on ne peut pas effacer cette partie. Ça fait 3 ans déjà. Donc, quel que soit lambda, on va en parler. L'histoire retiendra qu'il y a eu une crise dans ces 2 régions du Cameroun. C'est une page d'histoire du Cameroun. Oui, qu'on ne peut pas, on ne peut pas la déchirer comme ça. À côté de ça, moi, je suis contente que monsieur le ministre frappe un peu du poing sur la table parce que ça allait un peu dans tous les sens. Par rapport au médecin avec lequel M. Mbachoua a parlé, la question c'est, est-ce que si quelqu'un a un problème avec ses poumons et qu'il a le virus, est-ce que ça ne sera pas biaisé, le diagnostic? Donc, ça fait toujours partie des examens que vous devez faire concernant le Covid. Quand vous arrivez, ça fait partie de la batterie d'examens qu'on vous demande de faire. Sauf qu'on s'est certainement rendu compte que le personnel soignant abusait un peu avec cet examen-là par rapport aux bourses de certains Camerounais. Donc, on ne peut pas continuer avec cette situation-là. Merci Dominique Audrey, merci à vous, merci à tous, madame, messieurs, merci de nous rejoindre. Vous le savez, dans un instant, nous allons retoucher Dominique Audrey.
question de mieux comprendre l'histoire qu'elle a goupillée pour nous ce matin. Et on sait que vous êtes assez nombreux à nous les faire parvenir. Merci pour la fidélité. N'oubliez pas les canaux, vous les connaissez, 10-12 le Zénith sur Facebook ou encore Equinox Télévision. N'oubliez pas également le contact qui s'affichera au bas de l'écran tout à l'heure. À travers ces connexions, vous pourrez nous appeler et nous faire parvenir vos histoires. Dominique Audrey, à nouveau, nous nous tournons vers vous. Ce matin, une histoire quand même particulière. Oui, c'est une histoire particulière. J'ai la voix grave parce que c'est une maman en pleurs. Elle est juste là derrière la caméra. Avec son histoire ce matin, elle raconte qu'elle a perdu le sommeil à cause de sa belle-fille. Elle raconte que son fils, lorsqu'il était à l'université, il a fait la rencontre d'une jeune femme avec qui il s'est entiché et ça a abouti au mariage. Donc, pendant que les deux se sont accordés pour se marier, ils se sont dit qu'ils se marieraient sous le régime monogamique. Sauf que le jour du mariage, en pleine mairie, lorsqu'ils donnent le statut matrimonial qui les arrange, la famille de l'homme s'est offusquée. Ils ont crié au loup en disant « Impossible que tu épouses cette fille de 35 ans déjà sous ce régime-là parce qu'elle a passé le temps à envoyer des enfants dans les toilettes. À cet âge-là, elle n'a pas d'enfants. Rien ne dit qu'elle va te faire des enfants. Donc, c'est la polygamie ou rien. » La jeune femme, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé de se départir de tous ses apparats de mariage de ce jour-là, jusqu'aux chaussures. Elle a tout enlevé, elle s'est décoiffée et elle est rentrée chez elle pour faire ses affaires et rentrer chez ses parents. Son mari l'a suivie et il lui a dit « Non, ma chérie, tu peux pas... Toi et moi, on s'était déjà accordé qu'on se marierait sous le régime monogamique. Pourquoi est-ce que tu décides de tout arrêter comme ça et tout ?» Il a convaincu et il s'est marié. La plus belle chose dans cette histoire, c'est que cette femme était enceinte... monogamique. La plus belle chose dans cette histoire, c'est que cette femme était enceinte et qu'elle ne le savait pas. 7 mois plus tard, elle donne naissance à des jumeaux et c'est le défilé, le ballet de sa belle famille qui commence chez elle. Sa belle-mère est arrivée. La belle-mère qui nous raconte l'histoire dit que sa belle-fille l'a très bien reçue, elle a bien mangé, elle était bien. Elle a pris des nouvelles de toute la famille, mais lorsque la belle-mère a voulu toucher les enfants, sa belle-fille lui a dit maman, je t'aime bien, je te respecte et tout, mais mes enfants, tu ne les touches pas. Rappelle-toi, ils sont dans les toilettes, donc il n'est pas question que tu te salisses les mains en les touchant. La sœur du mari également est venue pour rendre visite et porter ses neveux. La même réponse lui a été adressée. Aujourd'hui, on a un mari qui est très en colère contre sa femme. Il estime que sa femme manque de respect à sa famille. Et la mère nous pose la situation de savoir comment faire. Ce sont ses premiers petits-enfants. Et elle a l'impression qu'il y a un vide en elle. Comment gérer cette situation ou bien comment se faire pardonner de sa belle-fille? Belle histoire ce matin. J'ai envie de vous dire à vous, maman, soyez la bienvenue. Restez peut-être derrière les caméras. Vos enfants que nous sommes, y compris les téléspectateurs, vous parleront ce matin. Votre histoire est particulièrement touchante et merci d'avoir effectué le déplacement jusqu'ici. On vous entendra et on vous écoutera. On va se tourner rapidement vers vous, Mbombo Mbengan. C'est une maman éplorée. C'est une maman qui voudrait ne pas perdre son enfant, encore voir même ses petits-enfants, peut-être aussi trouver l'occasion de se réconcilier avec cette famille-là, qu'elle a également fondée à travers son fils. Il faut quand même l'aider, il faut lui donner des conseils. Que lui dites-vous ce matin? Non, ce n'est pas à maman qu'on donne des conseils. Maman, c'est au couple. C'est le couple qui ne sait pas comment s'en prendre. Et justement, c'est ce que nous disons sur ce plateau depuis toujours. Malheureusement, même certains des internautes, certains de nos fidèles téléspectateurs qui nous écoutent ne comprennent pas. C'est au couple, ce n'est pas la mère. Je dirais même à ce couple, méfiez-vous. Si cette maman meurt, les larmes aux yeux, il vous sera difficile de vous épanouir. Y compris surtout vous, belle-fille. Vos enfants risquent d'être maudits. Là, c'est ça le problème. Et justement parce que nous condamnons avec véhémence le terme de dire mon mariage, mon mari, ma femme, ça n'existe pas. Regardez le comportement de ce garçon. D'abord, la fille. Oui, votre famille vous reproche parce que à ce moment-là, je vous donne raison, ma fille, vous avez gardé votre grossesse. Personne ne savait que vous étiez grosse. Pas bon, ça peut pas mauvais, c'est pas condamnable. C'est même bien comme ça. Parce que
Non, elle-même ne savait pas. Bon, mais c'est pas le condamnable. Pourquoi avoir enlevé les habits pour un coup de gueule? Là, devant le Dieu, quelle est la honte que vous mettez là? Maintenant, oui, autre chose. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait accepter. Vous enlevez l'habit, vous partez. D'accord. Le mariage est fini, vous n'allez plus. Maintenant, son mari part, la reprend, il négocie à deux pour entrer où? Voilà, parce que l'histoire ne nous dit pas, elle a été dansée ou pas. Ou bien lorsqu'ils ont renégocié le mariage, ils ont dit, oh, mais bon, on peut renvoyer. Les cas similaires, ça se trouve. Il y a même un professeur de l'université de Douala ici, qui a eu ce cas à Fumban. L'année dernière, il est venu, il a dit polygamie, il n'a pas en partie. Le sultan lui a dit, mais mon fils, viens, on lui a donné une femme. Il s'est marié. Il est là, je ne cite pas son nom. Donc, le gars, il part renégocier. Il allait seul, il dit, mais chérie, c'est nous. Il nous dit, d'accord, reprenez donc votre vie. Maintenant que la famille essaie de vous voir, vous ne doutez pas. Et l'homme, le garçon lui-même, dans cet embarras, négocie. Qu'est-ce qu'il a dit à sa fille, à sa femme, quand il allait négocier? Ma famille, c'est rien, laisse-les là-bas, c'est des taris. Pourquoi lui alors, aujourd'hui, il a un pincement de cœur? Si la vie, comme on dit souvent, il n'y a pas de clé. C'est pas comme la vie, c'est pas comme une chambre ou une maison où vous venez, on vous donne la clé, vous entrez. Vous êtes là, vous avez déjà, non, pourquoi vous plaignez? Vous lui dites, donc, assume, c'est ça? Voilà, mais c'est grave. J'ai dit, c'est à eux maintenant, parce qu'on veut poser le problème comme si, mais la fille, si elle n'est pas acceptée par la famille de son mari, elle a le droit de. Elle a le droit de. Oui, vous avez tous les droits que vous voulez, mais vos enfants aussi, ils ont le droit de voir leur grand-mère. Ils ont le droit d'aller faire pipi sur le lit de sa grand-mère. Vous le lui interdisez. Et alors, où sont les droits de l'enfant? À ce moment-là. Voyez comment c'est déréglé parce qu'on pose le problème de manière parcellaire. Et ça arrive, et c'est ça le danger des couples, des jeunes d'aujourd'hui. Ils pensent qu'ils sont là, de toutes les manières, on s'aime. Si les gens veulent, ils viennent, ils ne veulent pas, ils laissent. C'est même un comportement, même nous les indigènes, on n'avait pas ce style de comportement, et pourtant ils disent qu'ils sont évolués. Ils ont été à l'école, ils savent ce que c'est que la morale. Et vous dites que vous ne dites rien à la maman? J'ai dit, maman, c'est bien, et sur les larmes, je te conseille parce que c'est tes petits-enfants. Ils ne savent rien, ils sont innocents dans tout ça. Ça risque de se retourner contre eux à cause de ton fils et de sa femme qui ne savent rien à rien. D'accord. Dans de la vie. J'ai dit bien, ils ne savent rien à rien. Karine Santia, la polygamie qui est africaine, qui est raisonnable pour pas mal d'hommes, est encore aujourd'hui décriée. Une femme qui, voilà, à la mairie, on dit à son nom, voilà, cette femme à 35 ans, vous ne pouvez pas la voir, il faut absolument trouver une autre femme, et voilà. Mais c'est la polygamie qui crée encore le problème, où c'est une crise de confiance entre les familles, la famille du garçon et la fille en question. Il faut faire quoi dans ce cas-là? Je ne sais pas. Oui, parce qu'il y a une crise de confiance entre la famille de la fille et du garçon. Je ne vois pas la crise de confiance. À côté, il y a la polygamie. Quelle analyse vous faites? Je ne vois pas la crise de confiance. S'ils sont arrivés jusqu'à la mairie, ça veut dire qu'il y a eu un préalable. On n'est pas arrivé là-bas comme ça. Et je pense que pendant les préalables, tout n'a pas été discuté normalement. Et les parents ont vu une fille qui est instruite et qui travaille, donc bon parti pour leur fils. Et puis les garçons. Donc, ils ont jugé un peu les choses comme ça. Et ils ont laissé l'âge de côté. C'est arrivé à la mairie qu'ils constatent qu'en fait, les enfants ont décidé d'aller monogamie. Et ils se disent que, mais non, elle est déjà assez vieille. Elle ne pourra pas faire autant d'enfants que notre fils pourra vouloir. Donc, on peut passer la polygamie. Sauf que la décision finale revient à l'homme. Et la décision finale revient aux deux. Parce que si les deux ne s'associaient pas pour vous dire qu'on doit rencontrer les familles, vous n'allez pas les connaître. Ils allaient rester dehors jusqu'à ce que vous ayez constaté qu'ils ont les enfants. Les deux ont décidé de se mettre ensemble. Du coup, c'est d'abord à deux qu'ils décident s'ils veulent monogamie ou pas. Maintenant, la famille peut ne pas être d'accord, peut être d'accord. On connaît des monogames ici qui ont fini par avoir 10 femmes.
On connaît des monogames ici qui ont eu des enfants qui ne sont même pas de leur couple. Et les femmes ont fini parfois par accepter. Ce qui reste important dans l'histoire, c'est les paroles. Les paroles que vous proférez aux enfants des autres. Qui profère des paroles? Qui crache en l'air reçoit sur son nez. La belle famille de cette fille lui a dit, vraiment, elle est déjà vieille, mais on ne sait même pas si elle pourra te faire autant d'enfants, vraiment, et tous les enfants sont aux toilettes. Vous savez que, pendant que vous le dites, le diable s'assoit et il vous regarde. Il s'assoit et il vous regarde. Et vous savez que la colère de la femme, quand elle se met en colère, le diable s'assoit et il prend des notes. Cette femme, elle a été victime de ça, de cette calomnie, de ces injures et de cette humiliation. C'est pourquoi elle a décidé que, mais si c'est ça, je n'ai rien à faire dans ce mariage. Elle est partie. Mais comme on dit quand même, est-ce que le mariage c'est l'homme et la femme seulement? C'est quand même des familles. C'est d'abord eux. Hein. Non. C'est d'abord eux. Non, il vient après. Moi, je reste dans mon point de vue. Si ces deux-là ne viennent pas vous dire que papa, on veut se mettre ensemble, vous n'allez pas les connaître. Donc, c'est d'abord eux. Non, papa et maman peuvent organiser un mariage dont les gens ne se connaissaient même pas. Oui, ça c'est possible, mais les deux si. L'histoire nous dit que ces deux sont... L'histoire nous dit qu'ils se sont rencontrés à l'école. Donc, le mariage a commencé entre eux deux, avant que les parents ne le savent. Et vous dites quoi à la mère qui vous regarde là? À la mère qui me regarde, je pense que le problème est résolvable. Mais il faudra qu'elle comprenne que, à l'avenir, si elle a d'autres garçons dans sa famille, qu'elle cesse de juger trop hâtivement les enfants qui entrent dans sa maison. Parce que pour une maman comme ça, qui a aussi des filles dans sa maison, il faudra qu'elle sache que la mangue ne mûrit pas seulement pour les autres. Elle pourra aussi mûrir dans sa cour et on verra comment elle réagira. Donc, il est temps peut-être pour elle s'il faut rencontrer la famille, elle-même seule, elle peut résoudre ce problème. Elle n'a pas besoin de faire les convocations. Elle fasse quoi? Qu'elle fasse appel à tous les enfants et elle met le problème sur la table. Les enfants, le mari et la fille vont se sentir coupables de la manière dont ils ont traité leur maman et ils vont s'excuser et ça va passer. Charles Amel Bachou, est-ce que vous croyez vraiment que la maman devrait s'excuser ou encore le fils doit trouver les moyens nécessaires pour ramener, on va dire, les deux personnes, c'est-à-dire la mère, sa mère à lui et sa femme, sur une table de négociation bien pensée, bien faite? Monsieur Michel Ngachou, est-ce que ce que la maman a dit est faux? C'est la vérité. Ce que la mère a dit à l'entrée de ce mariage est la vérité. Comme quoi, 35 ans sans enfant? J'ai dit est la vérité, vraie. La preuve, ça se traduit à l'arrivée. Avec un sang-froid, un regard de vipère, de crotal, elle dit à sa belle-mère, tu ne portes pas cet enfant. Ils sont aux toilettes. Ça se confirme qu'elle est une mauvaise femme. Je n'ai pas dit sorcière. Merci de m'aider. Merci de m'aider à me donner un qualificatif, Dominique. Allons-y, Charles. Il est écrit, honore ton père et ta mère. On n'a pas dit vivant, on n'a pas dit mort. Honore-les. L'enfant ne traîne pas son père, sa mère, ses parents au tribunal. Même son propre tribunal. Vous n'avez pas le droit parce qu'après Dieu, ce sont vos parents. Pouvez-vous tenir Dieu au tribunal? Impossible. Impossible. Le garçon n'est pas que ne connaît pas ce que la fille a fait à sa belle-mère, à sa maman. La fille l'a fait à l'insu de son mari. Ah oui. Et la mère n'a pas parlé encore. Méfiez-vous qu'un parent ne fasse ce geste. Je le dis aujourd'hui à Mondovision, qu'un parent ne croise les doigts. Vous pouvez être, vous les blancs, vous dites que vous croisez les mains. Mais vous pouvez parler à votre père, vous tenez un langage. Pendant que vous parlez, croise les doigts. Ça, ce geste-ci, c'est très dangereux. C'est un Merci. Qui condamne son enfant. Je vous assure, le père ne parle pas. Et ça arrive tout le temps. Charles Amel. Ça arrive tout le temps. Cette maman est pleurée. Non, cette maman je n'ai est pas. frustrée. Non. Cette maman est choquée et elle veut trouver une solution. Monsieur Michel Ngachou, permettez-nous d'abord de dire ce qui est. Lorsque l'enfant vit au monde, il n'a pas choisi d'être habillé, il est nu. C'est nous qui décidons de l'habiller. Lorsque cet enfant sort, on prend l'enfant. Est-ce que les femmes se sont posé la question de savoir pourquoi lorsque l'enfant sort de votre ventre, on le pose sur vous? Si femme, elle jacasse, excusez-moi l'expression, peut-être, c'est pas, mais comme on dit, elle, le japap, ça sort.
elles disent du n'importe quoi, n'importe comment. Elles posent des actes au nom de l'occidentalisation. J'ai dit au nom de l'occidentalisation. Il y a 3 choses qui accompagnent un homme dans sa vie. L'accueil, lorsque vous naissez. La manière avec laquelle on vous reçoit. Vous recevez mal un bébé, il meurt. Vous accueillez mal un enfant, il meurt. Il ne fait pas 7 jours. C'est la raison pour laquelle on donne la période. Avant de donner le nom, c'est de 7 à 21 jours. Je parle un bon bouquin là. 7 à 21 jours. Pour être sûr que l'enfant va rester. Après ça, c'est la bénédiction qui vient de l'expectoration. Chez les Blancs, on crache. Vous voyez, les Blancs, ils crachent. Tchac, tchac. Pour jeter chez nous, on ne crache pas. Le père ne crache pas n'importe comment quand il avait les enfants. Cracher, c'est maudit. Cracher, c'est bénir l'expectoration. Alors cette maman, à travers cela, voulait apporter la bénédiction. Va-t-elle partir avec le bébé? Va-t-elle l'amener? Je lui dirai tout simplement que, sans le vouloir, la fille elle-même est allée sur le visage de la mère, sur les mains de la mère, prendre la malédiction et se oindre avec. Est-ce qu'elle peut en sortir? Qui? Au moins pour le bonheur des enfants. Qui va en sortir? La fille. Avec le cœur qu'elle a là. Dominique Audrey, vous avez très bien écouté Maman Bengan, Charles Hamel, Karine Santia. La maman vous regarde ce matin parce qu'elle vous a quand même posé le problème au point de se déplacer, venir vous le dire. Mes enfants, qu'est-ce que je peux faire? Vous qui êtes son enfant, vous qui êtes sa fille, que lui dites-vous? Je lui parlerai comme je parlerai à ma mère, en disant la vérité à ma mère. Parce que l'éducation que moi j'ai reçue, ma grand-mère m'a dit, je suis peut-être ta grand-mère, mais si j'ai fait quelque chose qui t'a fait du mal, tu me dis, et je m'en excuse. Donc, en ce qui me concerne, cette femme a été blessée. Et la moindre des choses, c'est de lui demander pardon. Pardon de l'avoir traînée dans la boue, comme vous l'avez fait. Vous l'avez traînée dans la boue. Généralement, les familles en face ne se rendent pas compte de la peine qu'ils causent aux femmes qui entrent dans leur famille. Vous vous retrouvez dans une mairie et vous lui dites jamais, on ne peut pas épouser celle-là. Elle a jeté les enfants dans les toilettes. Et vous vous attendez à ce que lorsque vous revenez, elle vous embrasse sur la bouche, comme si de rien n'était. C'est lui demander, il suffit juste qu'une femme n'ait pas accouché 2 ans pour que les gens la regardent comme si elle a décidé de partir. Pourquoi elle est revenue? Qui l'a accueilli? Laissons Audrey évoluer. Qui l'a accueilli? Laissons s'il vous plaît Dominique Audrey évoluer. Elle-même on vous donnera la parole sur la même. On vous donnera la parole. Dominique Audrey, poursuivez. Moi je peux comprendre M. Mbachou, hein. Je peux le comprendre. Mais ce que je dis, c'est que les belles familles là, chacun doit apprendre à rester à sa place. Vous demandez à quelqu'un de vivre la polygamie et on sait tous quelles sont les conséquences de cette histoire. On sait ce que ça implique, la polygamie, beaucoup de sorcellerie. Et votre fils, c'est comme ça que je parle chez nous, hein, tout le monde sait. Et votre fils sait pertinemment que ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça qu'il a décidé de le faire comme ça. Si vous aviez considéré cette fille comme votre fille, vous l'aurez fait asseoir et vous lui aurez dit, ma fille, tu sais que voilà, ça fait un moment, tu n'as pas encore accouché et pour que ton mari soit bien, au lieu que tu aies ceci, il faut penser à la polygamie. Vous n'avez pas considéré cette fille comme votre enfant. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer. Non, Dominique Audrey, avant le mariage, il y a quand même eu un préalable. Il y a les familles sont assises. Bien entendu, mais voilà. À part les assises de famille, il y a la belle-fille qui va rendre visite à sa belle-mère. Elle va faire le ménage, elle va faire la cuisine et c'est à ce moment qu'elle peut parler avec sa belle-fille en lui disant « Tu sais que ton âge est comme ça. Et maintenant, depuis tu n'as pas encore eu d'enfant, moi je t'aime, tu es ma belle-fille. Maintenant, si il faut que tu te maries, moi je te conseille de prendre la polygamie pour que ton mari n'aille pas faire des enfants en divagation partout dehors avec n'importe qui. Donc vous pensez qu'il devait y avoir une négociation entre la belle-mère et la belle-fille? Oui, moi j'estime que lorsqu'on accepte une fille, elle cesse d'être notre belle-fille et que la façon dont on considère notre fils, on doit considérer cette fille de la même manière. Donc cette maman, je suis désolée, c'est la réalité, en tout cas c'est ce que je pense, vous n'avez pas bien considéré cette femme et aujourd'hui c'est la conséquence de ce que vous lui avez fait précédemment. Il y a des personnes qui sont rancunières jusqu'aujourd'hui. Elle ne vous a pas pardonné cet affront. Vous l'avez humiliée en public. Et que faire de ces petits garçons, ces petits enfants, les jumeaux de plus? Ça va passer, monsieur Ngachou. Ça va passer. Il faut que la mère aille demander pardon à sa fille.
là lui demander. Je vous ai dit que. Monsieur. C'est impensable, c'est Monsieur, inacceptable. ça c'est chez On ne peut pas. J'ai dit, si cette maman ne tente, elle sait, elle-même, elle connaît. Elle connaît. Si elle est mariée, elle connaît. Monsieur Ngachou. Ils vont revenir. Monsieur Ngachou. Oui, on va finir rapidement, Dominique Auteuil. Oui, je veux dire quelque chose. Demander pardon n'est pas réducteur. Si on est un parent et qu'on a fait du mal à son enfant, on doit être à même de dire à son enfant, ouais, mon père. Même si ma grand-mère m'a dit, le grand ne va pas te demander pardon en te disant je te demande pardon. Il y a des façons de demander pardon quand on est adulte. Donc, et je crois que c'est ça être adulte. Il faut donc qu'elle soit plus qu'adulte en fait. Pardon. D'accord, Dominique. Il y a une seconde, non. Ça, il faut. Quand on reste dans les débats philosophiques, on ne résout aucun problème. Okay. Aucun parent ne veut du mal à ses enfants. Et les parents, tous les parents, premièrement, ils commencent comme vous. Il n'a pas commencé par avoir le statut de belle-mère. Elle a grandi, elle est allée en mariage, elle aussi, elle a subi ce que toutes les filles ont subi. Elle doit faire subir. Elle a subi. Donc, deuxième chose, non, écoutez, deuxième chose, rapidement, et c'est quand tu blesses ton enfant, tu sais, tu regardes, le problème c'est l'appréciation de l'enfant. Vous blessez un enfant, il dit, de toutes les manières, tu as même déjà fait quoi pour moi? J'ai bien ici, même ma femme, tu insultes. Voilà. Vous êtes comme ça, on reste tranquille. Et croise le doigt. Et quoi? C'est tout. Maintenant, si vous donnez l'occasion à vos parents qui vous ont sûrement blessé, vous allez voir. Il va dire donc, mon fils, tu sais, ma fille, voilà. Chez nous, non, on ne dit pas, on ne conditionne pas. Il faut chuter. Vous le faites, vous êtes mort. Et justement, nous voulons sauver. Nous voulons sauver les générations d'aujourd'hui. On va bien faire. Vous ne veux pas, tant pis. On va bien faire. Tant pis. On va bien faire. On va se retourner vers nos téléspectateurs en leur disant. C'est vous en même temps qui déciderez, téléspectateurs. Vous nous dites exactement qu'est-ce que ce sujet vous inspire. Quel conseil vous donnez à la mère? Vraiment, c'est important de le faire. Et quel regard jetez-vous bien sûr sur la fille, y compris le garçon? Comment sauver la famille et revenir justement à un état sain dans cette famille-là? Ce matin, c'est vrai, c'est assez difficile pour un moment qui est pratiquement en colère. Mais parlons de colère, il y a une autre colère sur ce plateau. C'est que nous livre tous les matins Charles Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question du projet de lutte contre les inondations baptisé PULSI. Quel est le bilan du projet d'urgence de lutte contre les inondations créé par le chef de l'État? Si les souvenirs sont exacts, après l'inondation ou le lâchage de la digue de Maga, il y avait une inondation terrible. Le chef de l'État a créé ce projet. Peut-on dire que ce projet a pleinement joué son rôle dans cette zone, à savoir protéger les populations dans la zone de Yagua, Vélé, Kai et Maga? Point d'interrogation. Peut-on dire aujourd'hui qu'il n'existe même plus d'inondation dans cette zone parce que le programme PULSI a travaillé? Autre point d'interrogation. Peut-on dire qu'on a respecté la rehausse de la digue comme il était convenu? Autre point d'interrogation. A-t-elle véritablement procédé comme il se devait à la réhabilitation des ouvrages hydrauliques affectés, endommagés, détériorés par les inondations et les infrastructures connexes d'adduction d'eau, d'irrigation dans les deux sites? Si oui, pourquoi avoir juste remonté la digue de Maga de 1,5 mètre alors qu'il était exigé un peu plus? À ce jour, il y a des inondations dans cette zone. Là où les constructions même ont été faites, il y a encore des inondations. Mais l'équipe qui avait travaillé s'est satisfaite de ceci que
Ça a évité qu'on ait les inondations comme la dernière fois. C'est de légères inondations. Peut-on dire avec conviction que les populations ont été bien informées des procédures de gestion des situations d'urgence et de préparation aux catastrophes dans cette zone? Peut-on confirmer de la création et la construction de 3315 unités de cases sur 3859 prévues, l'aménagement de 7500 hectares de rizières, la construction de 45 forages, la construction et équipement des salles de classe et la mise en place convenable des systèmes d'alerte précoce? Point d'interrogation. Ils se sont satisfaits en 2019 de ceci que tout a été bien fait dans cette zone. Que sont devenues les tentes, couvertures, nattes, servides pour remplissage de terre, médicaments, groupes électrogènes et ustensiles de cuisine qui devraient être répartis aux populations? Ont-elles toutes reçu ces dons, puisque nous sommes à l'ère des dons du chef de l'État? Ont-ils tous reçu? Autre point d'interrogation. Comment comprendre qu'à ce jour, on parle encore des inondations et dégâts importants dans les différentes localités où le cours d'eau déborde de son lit pour inonder les habitations? Inondation dans la zone d'Al-Vakaï, dans la zone de Zina qui n'est accessible que par pirogue. C'est vrai, ils avanceront l'idée selon laquelle leur travail était réduit à une circonscription bien précise sur le long de 67 km de la digue. Mais ont-ils véritablement travaillé sur cette longueur? Allez savoir. Comment comprendre qu'à ce jour, on parle encore de graves violations, notamment violation des droits à la terre, à un environnement sain, à un logement décent, à la sécurité alimentaire? Savez-vous que le projet implémenté sur plus de 60 km a impliqué le déguerpissement de quelques milliers de personnes sur son parcours, y compris les populations de Djakfga et de Doyeresou? Comment comprendre que les populations, les personnes déguerpies, ont dû s'organiser elles-mêmes pour obtenir de nouvelles terres où le projet Pulsi devait reconstruire leurs cases? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sur le terrain. Savez-vous que les cédants de terre n'ont pas reçu les compensations qu'ils estimaient dues par le Pulsi et qu'aucun titre n'a été attribué aux déguerpis sur leur terre d'accueil, laissant de fait les populations vivre dans l'insécurité foncière et la peur d'être chassés à tout moment par les cédants dont ils dépendent de la magnanimité? Comment comprendre que les aménagements faits à Doyeresou, où une double digue a été construite en vue d'améliorer l'irrigation du périmètre de la Sèmerie, ont réussi à une seule chose, celle d'entraîner la rétention des eaux de pluie dans le village, avec des conséquences environnementales aussi nombreuses que les inondations, la pollution des points d'eau et l'accumulation des déchets? Comment comprendre qu'après le passage du Pulsi, les populations souffrent plus qu'avant de la recrudescence des maladies hydriques? Comment comprendre que les cases reconstruites sur le projet Pulsi pour des déguerpis ne sont pour l'immense majorité pas achevées, mais en plus elles ne respectent pas les exigences basiques d'un logement décent tel que la présence de toilettes? C'est le programme Pulsi. Savez-vous que les maisons étaient construites dans des zones inondables? Les inondations des sites de recasement constituent l'un des problèmes les plus courants. Le risque de submersion de cases nouvellement construites par le projet de la Banque mondiale. Comment comprendre qu'à ce jour, les populations sous cap crient encore les problèmes liés aux compensations et indemnisations des déplacés forcés? Le problème de la sous-évaluation des montants d'argent donnés aux victimes. Savez-vous que les promoteurs de cette initiative n'ont jamais pris la précaution d'expliquer, de diffuser le document projet Banque mondiale Minipat? Ils se sont levés, ils ont crié, la Banque mondiale a organisé une assise. On a fait des promesses, mais sur le terrain, beaucoup d'interrogations. Entre inondation des champs, réduction de la mobilité, destruction des cultures, pollution de l'eau, l'accès aux aliments encore plus difficile dans une région où l'insécurité alimentaire est déjà chronique. Qu'a-t-on voulu protéger? Les populations ou alors les plantations de la sèmerie et autres industries environnantes? La colère de Charles-Amel Batchou ce matin, madame, messieurs. Certainement, vous connaissez l'extrême nord du Cameroun et vous vous souvenez encore de ce projet, on va dire de cette digue
du barrage de Maga qui avait cédé et avait entraîné également cette inondation. On s'en souvient également qu'à la suite de cette inondation, le chef de l'État a jugé bon d'y aller et surtout de soutenir les familles sinistrées en leur apportant quelques produits et surtout des produits de première nécessité pour leur permettre de tenir. Mais le plus important n'était peut-être pas de s'arrêter à cette réalité. On sait également que la Banque mondiale, avec le travail qui a été fait en collaboration avec le ministère de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire, on attendait jusqu'ici les résultats. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quel regard vous jetez également sur cette population qui est plus que jamais importante pour nous au Cameroun parce qu'on est là-bas dans l'extrême nord, c'est nos frères, c'est des Camerounais comme nous qui plus que jamais ne demandent seulement qu'à vivre décemment comme des Camerounais. Boman Bengan, on se retourne de vous ce matin. Plus que jamais, le projet Pulsi semble encore, va-t-on le dire, être un serpent de mer pour les Camerounais. C'est un projet qui était déjà mort avant d'être né. C'est un projet mort-né. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Nous disons toujours ici, moi je vais prendre deux choses. La première chose que nous disons toujours ici, c'est quoi? C'est que les premiers docteurs en sciences physiques de l'université de Yaoundé, il n'y en avait qu'une seule à l'époque, et surtout ceux spécialisés en hydraulique, ont fait des études énormes, j'allais même dire énormissimes. Il y en a un, il est encore vivant je pense, qui avait été secrétaire permanent de la commission du bassin du lac Tchad pendant plus de 25 ans. Ces études ont été menées. Et lorsque ce barrage a commencé à présenter des fissures, les Tchadiens ont attiré, d'abord cette commission a attiré l'attention des deux gouvernements et le gouvernement tchadien a travaillé de son côté. Nous on a laissé jusqu'au jour où ça a lâché. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que ces barrages, il y a eu un phénomène, on appelait en France le barrage de Malpasset. Bon, beaucoup parlent du barrage de Fréjus. Enfin, c'est comme ça on comprend vite. Le barrage a lâché et tout un village a disparu. Et nous l'avons dit ici dernièrement qu'il y a un barrage, s'il lâche là, tout le Mbam va disparaître. On fait comment pour le faire? On procède, après cette catastrophe de Fréjus, tout le monde le sait, on procède par des simulations. Si ceci arrive, on fait comment? Si le barrage de son le lâche, bon, peut-être pas de on fait comment? On sait qu'il n'y a pas de danger. Si la digue d'aider à lâche, ça va se faire comment? Donc, il y a ces études-là font en sorte que, avant d'engager les travaux de construction, puisqu'on mesure l'eau, on sait que ce digue a 1 million de mètres cubes d'eau, à 1000 milliards de mètres cubes d'eau. On comprend pendant les périodes d'étiage, on sait. Ce n'est pas des choses où on attend le Saint-Esprit, où l'ange Gabriel va te parler la nuit. Non, on étudie, on connaît les cours. Mais comment comprendre que l'on parle bien sûr d'un projet d'urgence? Mais quand on parle d'urgence, où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait de l'urgence quand même? C'est pour grappiller de l'argent. Puisqu'il n'y a pas d'urgence. Quand on fait des projets, surtout ces projets-là, Jean nous a amenés à ce niveau, les projets sont connus. Et même lorsque, en 1973, il y a eu la sécheresse et qu'on a engagé l'opération Sahel vert et autre chose, on sait c'est à quoi on s'attend 10 ans après. Et même le barrage de Lac-d'Eau. Au départ, le barrage de Lac-d'Eau n'est pas pour fournir l'énergie électrique. C'est justement, comme dit Chalamel, c'est quand il fallait déloger ces gars, il fallait leur trouver des endroits où ils devraient faire de l'agriculture. Donc tout ça c'est connu. On déporte les populations d'un endroit à un autre. On les encadre, on sait que voilà ce qui va arriver. Maintenant, si l'eau s'énerve, qu'est-ce qui pourrait arriver? Il y a des simulations, tout ça c'est connu. Ils ont ça dans les tiroirs à Yaoundé. Donc, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que nous sommes on nous a mis dans un gouvernement, dans un management à tatillon. Ce n'est pas bon. Et Babi Sakana parle souvent de l'entrepreneur en chef. Donc l'entrepreneur en chef ne maîtrise même plus
comment vous appelez souvent ça, les plans d'exploitation prévisionnels qu'il a lui-même élaborés. Et évidemment, on sait, Maman Bengan, que très souvent sur ce plateau, on a souvent eu à le dire, laisser une situation pourrie, Dominique Odero-Yengelek, laisser une situation pourrir et revenir en sauveur. Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de vivre là avec ce plan d'urgence initié dans l'extrême nord du Cameroun, parlant de l'inondation? C'est ça qu'on appelle être pompier pyromane. C'est ça, c'est dans ce contexte qu'on le dit. Oui, malheureusement, ce projet, à la base, bien pensé, comme la plupart des projets qu'on nous met généralement sur le visage, est un échec lamentable. Parce que quoi ? Ce projet vise à prévenir, parce que moi je préfère m'arrêter à ce niveau. À la base... Au niveau de la prévention? Oui, ça prévient des cas d'inondation, Monsieur Ngachou. Oui. Ce qui se passe, c'est que les projets Pulsi s'étendent sur 2 phases. Il y a la réhabilitation de la digue en elle-même et maintenant il y a la mise sur pied des stations hydrométéorologiques qui permettent de contrôler le niveau d'eau. Malheureusement ou heureusement au niveau du Tchad, ils ont réussi à mettre ça de leur côté là-bas. Donc ils ont la possibilité de contrôler les différentes fluctuations pour le niveau d'eau. Mais au Cameroun, non. Parce que quoi, si on l'avait fait, ce que la dernière inondation en date, on aurait pu la prévenir, on aurait pu éviter le genre de catastrophe qu'on a eu. Ici, au Cameroun, on a plus l'impression que les projets ne servent à rien. L'argent qu'on débourse pour ces choses-là arrive lorsqu'il faut venir déplacer les gens. On est prêt à donner l'argent lorsque le fait s'est déjà produit, mais pas pour le prévenir. Conséquence, on a des cultures qui sont détruites, on a des habitations qui sont détruites et la plupart du temps, on a des gens qui en meurent. Et ça, c'est grave. On ne devrait plus avoir à vivre ce genre de situation. Dans d'autres pays, des pays développés, lorsqu'il y a ce genre de pluie, on a déjà des gens qui vous disent comment se comporter. On commence à évacuer, que vous le vouliez ou non. On vous sort de cette zone-là. Malheureusement, la région du Nord est très abandonnée. C'est l'extrême Nord surtout. Hein, oui, l'extrême Nord, pardon. On parle du maillot d'Anaï. Maillot d'Anaï. Et on oublie, on ne prévient pas ça. Chaque fois qu'il y a une inondation, généralement, après, on se retrouve avec une épidémie à choléra. Vous voyez donc que en matière de prévention, que ce soit sur le plan de la santé, avec ce choléra et ces inondations, on ne fait foutrement rien. La qualité de l'eau, lorsqu'on a des inondations, la nappe phréatique est gâtée, les cultures sont détruites également et des morts. Donc, il n'y a rien de bon à tirer de ce projet, malheureusement. Et ce projet, plus que jamais présent, on regarde, on n'en parle presque plus. Et Karine Santia, on le disait à l'instant, on va toucher le mystère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui au moins une traçabilité sur les fonds que la Banque mondiale a alloués à ce ministère pour pouvoir résoudre ou pallier aux problèmes de ces populations dans le maillot d'Anaï, pour ne parler que de ce plan qui a été initié à la suite d'une catastrophe de ce côté? C'est la Banque mondiale qui doit aussi vérifier si ces fonds ont bien été utilisés, parce que la Banque mondiale a fait des tours ici pour vérifier l'évolution des travaux. La Banque mondiale était au Cameroun pour vérifier l'évolution des travaux. C'était en 2017. Pour vérifier l'évolution des travaux. Maintenant, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, ce qui s'est passé à la suite. Mais ce qui m'intéresse encore, c'est que on parle des inondations comme si ça devait émouvoir quelqu'un. Vous voyez que ça n'émeut personne. Pourtant, en 2012, 6000 familles ont été abandonnés, ont souffert de ces inondations. Tous ont perdu leur maison, leur domicile, leur plantation, parfois même leur élevage, les produits de leur élevage. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une inondation. Dans le maillot d'Anaï, le même maillot qui en 2019, en octobre 2019, a connu encore une autre inondation, cette fois-ci qui est allée à plus de 20 000 personnes et qui a tué 5 personnes selon le bilan officiel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit rien. Pourquoi? Parce que vous voyez que même quand dans notre pays, on veut suivre les travaux, ça ne donne rien. Parce que même 2020, en octobre 2020, quand on parle de cette inondation, très tôt en avril, il y a eu simulation. Vous parlez de simulation comme si on ne fait pas des simulations au Cameroun. On a fait des simulations de niveau d'eau dans le lac afin que les riverains soient capables de développer des aptitudes leur permettant d'éviter une potentielle inondation. Si jamais ça arrive, ils pouvaient se déplacer. Oui, c'était pour ça. C'était pour que les gens puissent être préparés si jamais... Donc, on fait semblant d'inonder pour voir comment vous allez faire. Apparemment.
Pardon? Parce que c'est ce qu'ils disent. C'est assez compliqué. C'est fallait ce justifier. qu'ils disent. Parce que au final, après avoir fait ces simulations, en octobre, il y a eu une inondation. Et aujourd'hui, on ne nous dit pas à quel niveau se trouvent les réparations de cette digue qui a été endommagée. On ne nous dit pas. Par contre, au niveau du Tchad, là-bas, ils ont bloqué tout. L'eau ne peut pas arriver de leur côté. Qu'est-ce qu'a le Tchad que le Cameroun n'a pas pour pouvoir protéger ses citoyens? La volonté politique. Ah, c'est pour ça qu'on voit le président tchadien sur le terrain par rapport à Boko Haram. Oui, tout à fait. C'est quand même critique parce qu'on se fout un peu de la gueule des citoyens. Je vous ai dit ici au Cameroun que quand on a besoin des citoyens, on va les chercher. Peu importe dans quel dernier village, dans quel fin fond ils se trouvent, on va trouver le véhicule qui va entrer dans le village. Voilà le Mayo Dainaï. Quand vous entendez parler des députés qui viennent du Mayo Dainaï, quand ils veulent battre campagne, mais ce n'est pas n'importe quel genre de campagne. C'est avec les youyous qu'on va sur le terrain, les grosses voitures. Et il faut voir comment est-ce qu'on se bagarre pour les sièges. Mais au moment où il faut travailler pour les citoyens, on vous dit qu'ils accouchent trop. Voilà. Et c'est plus aujourd'hui. On ne sait pas si ces familles ont été recasées. On ne sait pas si elles ont pu trouver un espace pour survivre. Parce qu'à un moment, elles se sont plaintes qu'elles sont abandonnées. La plupart vivaient à la belle étoile pour pouvoir trouver un moyen de faire des huttes pour pouvoir survivre. Plus que jamais, nous allons questionner ce plan d'urgence initié autour des inondations au Cameroun. Et là encore, on se demande s'il y a quand même catastrophe. On interpelle plus que jamais l'agence de la protection civile camerounaise. Oui, plus que jamais. Oui, la protection civile plus que jamais interpellée. Non. Non, plus que jamais, Charles Amel Bachou. On interpelle bien sûr l'agence de la protection civile, puisqu'il faut bien sûr qu'il puisse avoir une gestion des catastrophes au Cameroun. Et quand on parle encore de ce projet, on se retourne vers cette agence et on demande que fait en ce moment le ministre Atanga sur le terrain, alors que plus que jamais, il y a ce projet qui n'est pas résolu. Marquons une pause, madame, messieurs. Retrouvons-nous tout à l'heure et épiloguons davantage. Ah ben vraiment, ça débat énormément sur le plateau, madame, monsieur, vous n'avez pas idée, parce que là, la maman ne cesse de demander les conseils et également, ça parle d'abord sur le plateau. En tout cas, vous aussi, on vous lira dans un instant. Mais avant de vous lire, non seulement sur la colère de Charles Amel, et y compris sur l'histoire de ce jour que nous a proposé Dominique Audrey, à la suite de la maman qui veut comprendre l'attitude à tenir face à son fils ou encore à sa belle-fille, vous laisserez bien sûr vos messages sur 10-12 le Zénith. Là, nous sommes sur Facebook encore, ou encore la suite, bien sûr, des commentaires qu'on peut avoir sur Facebook. N'hésitez pas à les laisser. Il y a également un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Madame, monsieur, n'hésitez pas. Charles Amel Bachou, avant qu'on ne rentre dans les messages, il est quand même important aujourd'hui que l'on regarde un peu, que l'on voit plus clair sur ces projets, sur ces catastrophes, sur ces, j'ai envie de dire, ce projet lié à l'inondation. Est-ce que le Cameroun peut se réveiller enfin et trouver une solution à cela, ou il va falloir plus que jamais qu'on interpelle la Banque mondiale, disant Banque mondiale, il y a l'argent que vous avez donné au Cameroun pour faire telle chose qui n'a pas été fait. Venez vérifier et donner la possibilité au Camerounais d'être à l'aise. Alors, monsieur Michel Ngachou, je vais vous répondre en vous disant que le Cameroun est sous barbiturique. Le barbiturique, c'est le somnifère de l'éléphant, c'est le plus puissant. Dans tous les cas, nous sommes sous un barbiturique très puissant et je peux vous assurer qu'on ne va pas se réveiller de sitôt si vraiment on n'utilise pas d'autres produits beaucoup plus forts. Vous savez, est-ce que la question qu'il faut se poser, est-ce que véritablement la Banque mondiale, lorsqu'elle aidait, c'était les populations qu'elle voulait aider ou certaines structures particulières, certaines entreprises particulières dans cette zone? Posez-vous la question. À partir de cette question, vous aurez peut-être des pistes de réflexion sur toute la zone qui a été touchée. Ce programme d'urgence, je vous l'ai dit, c'était Banque mondiale et le MINAD. Allez voir, avec le concours de la régie, si la régie le permet, vous allez voir des images des lieux. Là où on a conçu, ce sont des zones inondables. C'est des zones inondables. Voilà les maisons qu'on a construites, sans toilette. Voilà le programme Pulsi. Vous voyez, ça s'effrite, ça tombe là. Voilà là où on a construit la maison sur un terrain inondable. Voilà ce qu'on offre aux populations. C'est inondé. Alors, dites-moi un peu ce qui est fait pour vous, sans vous. Voilà le projet du Pulsi. Et s'il vous plaît, c'est les gens du Mipro-Malo qu'on avait pris. C'est les constructions du Mipro-Malo.
Alors, on a dit, venez construire ici, point. L'ingénieur du ministère des Travaux publics. Du côté des Tchadiens, C'est grave. du côté des Tchadiens, on a monté le mur de la digue à 8 mètres. Ils sont montés à 8 mètres en implémentant au niveau de la digue un système d'irrigation pour permettre d'avoir constamment de l'eau aux différents agriculteurs. Mais du côté Cameroun, on a monté de 1,5 mètres. Oui. Surtout, je m'arrête là, vous pouvez vous dire faire le film de la suite, monsieur. En tout cas, c'est plus que jamais compliqué. Donc c'est la rigole On se maintenant. demande, ce n'est pas compliqué. Non, on se demande dans quel pays on vit, Bonbon Bengal. Mais justement, c'est pas je compliqué. Bonbon, Voilà. vous avez le ministère des Travaux publics qui a été l'ingénieur. Vous avez le MIPROMALO qui est sous, je vais dire, sous la gestion du ministère On vous dit que construisez ici. Est-ce qu'on leur a dit? Vous voyez les images? sous la gestion justement du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation. On en parle encore. Vous êtes censé avoir une agence nationale de la protection civile. C'est quand même assez compliqué. Bon, comment ne pas s'interroger? On vit dans quel pays finalement? Il faut poser des bonnes questions. La bonne question, c'est que Dieu, pourquoi avons-nous un gouvernement qui ne veut rien? Ou alors qui veut détruire ses populations? C'est là. Si vous posez la question comme ça, ce sera plus compliqué. À ce moment, vous irez chercher des solutions. Nous avons un entrepreneur en chef qui ne veut pas poursuivre l'entreprise qu'il a construite, c'est tout. À ce moment, vous allez dire c'est compliqué. Ce n'est pas une équation à des inconnus. C'est connu. En 1973, lorsque le problème de sécheresse arrive, comme il a dit, la Banque mondiale est revenue. Si vous regardez les statistiques aujourd'hui, vous verrez que il y a plus de coopérants à l'extrême nord. Ils font quoi là-bas? Voilà, merci papa. Ils font quoi là-bas? La Banque mondiale, Banque islamique de développement, Banque ceci, Banque africaine de développement. Et tout ce que vous voulez. En 73, donc, il y avait dans ce pays, le projet est amené par un ministère de l'équipement, un ministère de plan de l'aménagement du territoire, qui élabore, qui fait des projets, qui les met là à l'appréciation du gouvernement. Et après, on voit des fils en aiguille, on construit, on procède. Mais qu'est-ce qui fait donc en sorte que depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, il n'y ait pas eu une politique d'irrigation en Nord? Et justement, les études faites par les anthropologues et les géographes camerounais ont fait que l'habitation dans ces zones là-bas, qui est un problème culturel, devrait être changée. Amener les populations à un habitat semblable, mais utilisant les latines, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais sauf que, au départ, lorsqu'on veut déconstruire, c'est ce que Charles Hamel a dit, on veut déconstruire une société, on vient par exemple mettre sur des cotons, au lieu d'actionner la culture du riz et du sorgho, qui est leur aliment de base. Vous êtes donc obligé de cultiver le coton qui ne vous rapporte rien. Donc, qui ne vous rapporte rien. Mais le mil et le sorgho, qui doivent vous donner quelque chose, vous êtes donc obligé d'aller dans des marécages. Donc, en fait, comme il n'y a pas de calendrier agricole, les pluies vont vous amener à vous emballer tout, et vos bœufs, et vos moutons, et vous-même, et vos abris. Alors C'est tellement compliqué. Donc, quand on veut donc les enlever pour les recaser, parce que l'État a dit utilité publique, c'est comme ça que vous appelez, non? Pour cause d'utilité publique, on doit donc vous recaser et vous donner toutes les commodités d'usage. Pas de toilettes. En regardant les images. Quand on refuse de faire, dit qu'on a refusé de faire. En regardant les images, on a vraiment peur. On se demande si ce sont les Camerounais qui ont pris en main un projet comme celui-ci, concernant les Camerounais, conçu dans un marécage. Souvenez-vous également que ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque les caméras sont reparties, vous savez, dans le sud-ouest, dans la zone de Bakassi, où on devait permettre justement aux populations de s'installer, il a fallu justement que l'État descende là-bas et installe les délégations. Les délégations régionales. Mais allez voir les bâtiments qui ont été construits, qui sont dans le marécage. Et maintenant, il y a quand même une crainte. On va peut-être dire, écoutez, M. Ngachou, vous menez un débat, ne soyez pas, gardez la neutralité. Mais à un moment donné, je me retourne et je regarde M. Paul Tasson, qui, la semaine dernière encore, était sur les antennes de la CIA TV
pour la citer, c'est la chaîne nationale, qui dans un entretien justement qui avait été accordé dans un programme bien connu, parlait de la reconstruction justement du Nozo à la suite des guerres que nous avions connues depuis 4 ans. S'il va falloir reconstruire le Nozo, qui est le nôtre, comment en train de reconstruire justement ces zones dans l'extrême nord? Comment reconstruire Bakassi aujourd'hui? Il y a de quoi se poser des questions. Vraiment. Il y a vraiment de quoi se poser des questions. Oui, vraiment. Mieux de laisser. Non, il y a de quoi se poser des questions parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas d'un plan Marshall qu'on a mis en place pour reconstruire le Nozo, etc. Est-ce que la guerre est finie? Ouais. La guerre n'est même pas encore terminée. Mais alors, c'est quoi Mais déjà, il y a un plan Marshall qui est voté. Il y a un budget à consommer, vous voulez quoi? C'est assez compliqué. Il va falloir justement qu'on comprenne ça. Karine Sontia, on va rapidement prendre les messages de nos téléspectateurs. Oui, par rapport à l'histoire du jour, vraiment, le chef reste le chef même en caleçon. Cette maman ne devrait pas demander pardon, car le fait qu'elle soit allée voir les enfants montre à juste titre qu'elle reconnaît le tort fait à sa belle-fille. Le conseil que je donnerais au couple est qu'ils dialoguent et qu'ils aillent vers leur maman, mère du garçon, avec les enfants afin de lui redonner le sourire et qu'elle donne sa bénédiction aux enfants, mais aussi à ce couple. LH Midré depuis l'extrême nord. Concernant l'histoire du jour, la belle-fille ne devrait pas refuser ce droit à sa belle-mère car il s'agit de la grand-mère de ses enfants. C'est aussi la meilleure façon de montrer son mécontentement vis-à-vis de son comportement. Harry Labelle. Par rapport à l'histoire du jour, moi je suis d'avis avec Audrey. Certes, il est écrit tu honoreras ton père et ta mère, mais il est aussi écrit faites aux autres ce que vous voudrez que l'on vous fasse. La belle-fille a été blessée, que la belle-mère fasse ce dont elle aimerait qu'on lui fasse si elle était à sa place. Pour moi, c'est simple. Le problème peut être résolu par le dialogue, Magua ou pas. Concernant l'histoire du jour... permettez, ne commettez jamais cette erreur, chers enfants. Cette obligation est assortie des obligations. Honore ton père et ta mère pour que... Quand vous vous limitez à ça, si vous vous limitez à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous-même, et c'est ça qui me déplore, je déplore ça. Ça me fait mal au cœur de savoir que vous ne pensez pas votre avenir. C'est à vous de construire votre avenir. C'est-à-dire, vous savez bien, oui, j'ai des objectifs, mais qu'est-ce que vous ne devez pas faire? Voilà la question principale qu'un garçon sérieux doit se poser. Vous êtes libre de faire tout parce que vous avez des objectifs. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Papa est méchant, il est tyran. Maman est mal élevée, elle est même si pala. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Afin de mériter voilà, la bénédiction des parents. Quand vous vous érigez en maître, en correcteur des fautes de vos parents, tenez-vous tranquille. Non, mais vous pouvez aller dans la dérive. Je vais vous prendre un petit exemple d'un cousin, en fait d'un oncle paternel, qui est allé, il a abandonné sa femme pendant des années avec ses enfants. Un beau jour, il a eu vent, les enfants ont commencé à réussir, il a dit, il rentre chez sa femme, il rentre, les enfants ont fait une barrière, sorti les matins, disant que leur père, ils l'anticipent, vont là-bas. La mère est venue dire, monsieur, c'est mon mari, c'est à moi de le juger, c'est votre père. Il va rentrer, personne n'a compris. Comment est-ce que... On était sûr que la maman devait dire oui. Elle a dit c'est mon mari et c'est votre père. Alors monsieur, vous devez du respect à votre père, déposez-moi. Ils ont déposé tous. Elle a dit mon ami, mon mari, entre, tu es chez toi. Les enfants ont figé et après elle a dit c'est votre père. Lorsque vous décidez de juger votre parent, c'est Dieu qui juge votre parent, c'est pas vous. Et elle sera demain belle-mère. En tout cas, Dominique Audrey veut rapidement réagir à ce commentaire, à cette sortie de ce téléspectateur. Dominique Audrey... Ah non, je ne vais pas vous agresser. Ma position n'a pas changé. Être parent ne veut pas dire qu'on est au-dessus de tout ou bien qu'on est exempt de faire... Sa venue est déjà une demande de pardon. C'est ce que vous voulez, sa venue. Ce n'était pas une demande de pardon. Vous voulez pas dire que pardonne-moi, j'ai mal genou. Non, elle a dit elle-même que ma grand-mère m'a dit que pour un aîné, il lui sera difficile de vous dire excuse-moi. Ah oui. Elle l'a dit, elle-même qui l'a dit là. Oui. Qu'il y aura des manières. Sauf que votre grand-mère vous a dit qu'il y a des manières où l'aîné vous demande pardon. C'est à vous de savoir. Et maintenant, vous voulez ne pas comprendre. D'accord, Dominique Audrey sauf va que falloir. c'est les enfants de son fils.
Elle est venue voir les enfants de son fils. Elle n'est pas venue parce qu'elle s'amendait. Parce que si elle s'amendait réellement, elle serait venue pendant la grossesse. Non. Donc je crois que la cette femme elle-même est grosse. Elle-même ne sait pas. Vous avez dit qu'elle a Vous voyez donc les ambiguïtés dans laquelle la nature Non. vous met. Non. La femme elle-même qui est enceinte ne sait pas qu'elle est enceinte. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte quand on lui a fait ça à la mairie. Voilà. Quand on lui a fait cette... Et elle dit qu'elle est évoluée. à la Et elle est mairie. prête à condamner un grand-mère alors Bien qu'elle-même sûr. ne sait pas qu'elle est Bien enceinte. sûr. Alors Moi, on va évoluer. hein. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne va pas vers des gens alors qu'on est en colère. Si je suis en colère contre vous, je reste en retrait au lieu de venir faire les rires jaunes. On rit avec les dents de devant alors qu'on n'est pas content. Mais tout le monde Ça n'est ne pas sert à rancunier. rien. C'est bon. Justement, c'est le cas de la mère des enfants. C'est la belle fille qui est rancunière. La maman n'est pas On se rancunière. comprend. On se comprend. La maman n'est pas Parce qu'elle n'a jamais rancunière. oublié ce qu'on lui avait Bengal. fait. Elle est rancunière. Dominique Elle n'a pas oublié ce Audrey, qu'on lui avait fait. Oui, monsieur. Karine Santia, Faut d'abord on effacer poursuit ça. avec les messages. C'est très important. Oui, un autre message, cette fois-ci, c'est vrai qu'il est très long. Lorsqu'un problème tel quel surgit dans une famille et au début d'une relation matrimoniale, il doit être réglé avant le scellement de la dite relation ou au constat d'un nouveau venu dans la famille. La jeune femme, pour ma part, n'a pas su mettre de côté sa rancœur. Pendant la période de sa grossesse, elle aurait dû faire une assise avec la maman de son époux entre quatre murs pour lui dire ce qu'elle ressent vis-à-vis d'elle et partager la nouvelle de sa grossesse pour clôturer le problème. Ou encore avec la famille pour renforcer davantage les liens. Parce qu'elle est appelée demain à être belle-mère, je ne pense pas qu'elle va être parfaite dans son rôle. Quant à la maman, elle doit faire de son mieux pour se rapprocher de sa belle-fille et apaiser les tensions pas pour elle, mais pour ses petits-enfants. Si la situation n'évolue pas, qu'elle en parle avec son fils, ou au pire, fasse une réunion de famille, car ce problème doit être réglé au plus vite pour le bien de tout un chacun. Muriel de Douala qui nous a écrit Merci ce beaucoup, matin. Muriel. Un autre message, cette fois-ci, concernant la colère. En réalité, nous avons 1000 projets au Cameroun parce que ce sont des secteurs de détournement des fonds publics. Comment est-ce que nous sommes arrivés à une génération de fonctionnaires milliardaires? Ce qui est bizarre, le chef de l'État ne poursuit que ceux qui lorgnent son siège. De toute façon, nous méritons ces dirigeants-là, car chaque peuple mérite ses dirigeants. Alain Jikam. Tout à fait. Alors, notre message, cette fois-ci, ça concerne encore l'histoire du jour. Hein. Pour l'histoire du jour, Sylvestre Zan, la belle-mère a peut-être blessé la fille, mais ça ne lui donne pas le droit de lui priver de ses petits-fils. Je pense que l'erreur vient de son fils qui lui a donné ce pouvoir. Ma contribution serait de dire à la maman de leur faire asseoir et leur parler, pas pour des excuses, mais pour donner des conseils et trouver une solution et empêcher sa colère. Si elle n'avait pas accouché, elle il serait faut pas quand même qu'on sache. On va quand même pas accuser le fils quand même. L'enfant n'importe quel nom. Mais c'est des jumeaux, hein. Il faut, vous avez dit qu'il faut c'est pour ça que je dis l'enfant, il ne faut pas dire les enfants, il porte 107 et 22 qui a donné, jours, c'est qui a donné le nom. Tel qu'on n'a pas encore donné les noms. D'accord. Et elle commence le combat. Si elle n'avait pas accouché, c'est que cette belle-mère ne serait pas venue parce que les belles familles continuent de conditionner le mariage avec leurs garçons par la maternité. On peut vous raconter même les histoires La des stars. maternité. On a une star de football. On a une star de football qui avait ses parents, ses propres parents. Vous ne pouvez pas empêcher ça, c'est votre père. Subissez donc les Vous ne conséquences. pouvez pas empêcher ça, c'est votre Subissez père. alors. Vous ne pouvez pas. mais Dominique Audrey, Parce que Dominique cette Audrey. belle-mère, toute cette famille ne savait pas qu'elle pouvait concevoir. Dominique Qui a Audrey. dit aux gens qu'à 35 ans on ne fait pas d'enfants, à 60 ans les enfants on les fait? Oui, Mais Dominique il faut Audrey. que les gens, l'école est bien. Quand je vois votre nom, justement, Si l'école n'est pas bien, quand je elle vois- ne sait même pas ce qu'elle nous a appris à serons l'école. très heureux, Dominique Audrey. Dans 30 ans, 40 ans, si Dieu le permet, on viendra à la maison et on va se rappeler ces moments qu'on est sur ce plateau C'est clair, c'est sûr. avec vous. Mais est-ce que vous serez, vous, belle-mère, heureuse de Je vivre suis ça? déjà belle-sœur et je suis très libérale comme personne. Vraiment D'accord. libérale. Chacun Ok. fait ses choix C'est votre et position. assume les C'est conséquences. votre position et puis nous on l'assume. C'est dangereux Ouais, ce que ouais. vous dites. Vraiment, je suis libérale. On l'assume. Non, Et puis, Parce que on personne vit- n'a de droit de regard sur ma vie. Donc, je ne regarde pas la vie des gens. D'accord. D'accord. Voilà. En tout cas, Ah, ça on va revenir rapidement. Madame, Messieurs, vous le savez, tellement de réactions sur les réseaux sociaux, des posts qui n'arrêtent pas de vous parler et surtout des sujets plus que jamais intéressants pour chacun d'entre vous. Dans un instant, nous allons nous retourner vers Karine Santia pour cette fois-ci revoir quand même
ce que les réseaux sociaux nous ont proposé ces 24 heures. Karine, à vous. Le ministre de la Santé publique qui s'insurge contre les pratiques de radiologie, spécialement de scanner thoracique, pour dépister les cas de Covid au Cameroun. C'était un communiqué qui a été signé hier par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, et qui informait l'opinion publique que tous les cas de Covid ou suspectés de Covid doivent être dépistés et traités dans les centres hospitaliers requis pour le fait, et que désormais les centres de radiologie qui s'étaient évertués à faire ces scanners-là du thorax pour détecter les cas de Covid ne doivent plus le faire. Maman Bengan, le ministre réagit enfin. Peut-être il aurait fallu que l'on décrit cela sur ce plateau pour que le ministre prenne conscience que dans les formations sanitaires, pour ceux qui souffrent du Covid-19, il y a des choses qui s'y passent. Ah d'accord, mais moi je ne vois pas de réaction du ministre. Que voyez-vous? Je ne vois pas. Juste un communiqué, maman. Ah bon, peut-être que il l'avait dit de manière confidentielle. Quel est le protocole qui soigne le coronavirus? On n'en parle pas jusqu'à aujourd'hui. Voilà, vous voyez donc la réaction où les gens ils ont dit à un moment donné par des sources officieuses, le traitement de coronavirus tourne autour de 400 000, 300 quelque chose, 400 000. Bon, qu'est-ce qui entre dans le traitement, la prise en charge de corona? Personne ne sait rien. Après un jour comme ça, on vient, on dit, ah oui, il n'y aura plus de rayons X, il n'y aura plus de scanner. Et vous dites qu'on a réagi. Non, je ne vois pas de réaction là. Je reste dans l'orientation, dans l'observation de départ. Nous sommes dans le tâtonnement. Nous sommes dans le tâtonnement. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire montrer? Qu'est-ce qu'on veut montrer en disant qu'on ne savait pas? Ça veut dire que le ministre est en train de vouloir nous dire qu'il n'y aura plus de problèmes respiratoires. Donc, les poumons des Camerounais sont déjà nickel. On n'aura plus besoin de les passer au rayon X. C'est ce que ça veut dire? Mais quand même, on a aussi posé la question. Lorsqu'on vous fait passer au scanner, peut-être pas la radiologie, mais le scanner, et qu'on vous demande 116 000 francs, et vous faisant savoir que ça fait partie du process de consultation pour savoir si vous êtes porteur du virus ou pas. Le directeur de la santé, il y a comme elle est la directrice de la santé qui communique presque tous les soirs régulièrement, devrait nous dire qu'aujourd'hui, pour des cas mineurs de Covid-19, voilà comment ça se fait souvent. Pour des cas compliqués, parce qu'un patient peut être asthmatique, il peut avoir une pneumonie, il peut avoir... Voilà comment nous procédons. Nous ne leur demandons pas de dire qu'on va inoculer la zipirine ici ou les quelques jours là-bas, mais au moins qu'on sache, pour premièrement, donner confiance aux Camerounais de continuer à aller à l'hôpital. Deuxièmement, de leur donner l'assurance qu'ils ne seront pas étiquetés, ils seront bien encadrés s'ils ont le coronavirus. Troisièmement, ça pourra dire que on ne va pas confondre la grippe classique à Covid-19. C'est ça, c'est cette assurance qu'on veut avoir. Mais jusque-là, me dit de la réagir, n'a pas réagi. Maintenant, par exemple, il ne peut pas dire à ses collaborateurs, bon, vous prenez souvent des prix exagérés, vraiment baisser les prix. C'est pour cette raison que je demande d'éliminer les rayons X, les scanners, les autres et tout. Bon, l'imagerie n'entrera plus dans le truc, peut-être en cas de... Voilà, moi donc je ne vois pas de réaction. Nous avons un ennemi commun. Quelles sont les stratégies qu'on a pour combattre cet ennemi? Après la stratégie, on regarde les plans tactiques. Et nous, on est au niveau des manœuvres. Bon, nous, on discute des manœuvres. Les manœuvres, c'est le 4e niveau plus bas. Quel est l'objet? On a fixé un objectif, on cherche les stratégies pour atteindre cet objectif. Après, il y a les plans tactiques et on reste au niveau des manœuvres. Maintenant, vous voulez, le gouvernement nous amène à discuter des manœuvres. Des manœuvres, on en a marre. Je ne peux pas discuter des manœuvres. C'est bien grave. Je me retourne vers vous, Dominique Audrey. Avec ces scanners-là, on l'a très bien dit ici, dans l'enquête qu'a menée Charles Amel Bachou, surtout parce qu'il avait aussi un cas de malade sous la main, on parle de 118 000 pour certains, jusqu'à 150 000 francs. Est-ce qu'on peut au moins savoir un bilan du pactole
qu'on aurait généré jusqu'ici avant de signer une note comme celle du ministre? Je ne pense pas que ça c'était exclusivement fait dans des hôpitaux publics. Parce que si ça relevait aussi du privé, je crois que là, on ne peut pas faire le décompte. Mais maintenant, le décompte, je ne pense pas qu'on va mettre ça à contribution pour la quête, non. Moi, je suis favorable à ce communiqué parce que depuis le déclenchement de cette crise, on a observé un certain nombre de déraillements ou de dérapages de ce corps-là, de dérive, voilà, merci Monsieur Mbachou, de dérive de ce corps médical-là. Rendez-vous compte, quelqu'un n'a pas d'argent, et on ne lui donne pas un test à faire. On lui dit non, on va d'abord faire ça. Si tes poumons sont, je ne sais pas comment là, forcément tu as le Covid. C'est une mauvaise chose. Combien de Camerounais ont la possibilité d'avoir 100 000 à la fin du mois, pour ne pas dire 100 000 pour aller faire un examen qui pourra dire qu'en fait vous n'avez même rien. Donc, ce que ça met donc juste en exergue, c'est qu'il faut ravitailler les hôpitaux en kit test. Il faut trouver le moyen de produire des tests pour les Camerounais, pour les citoyens. Parce que, auquel cas, comment est-ce qu'on fera? On fera comment? Il y a trop d'amalgame autour de cette histoire. Il faudrait que chacun se mette à contribution. Tous les membres du gouvernement, là, moi je ne sais pas comment vous avez fait. On vous a donné les voitures au lieu de vous donner des tests. Voilà. En tout cas, Charles-Amel Bachou, le ministre réagit. On espère quand même que le corps médical prendra conscience de la réalité autour de ce scanner-là et forcément de stopper le processus qui dérange les patients. Qui risquera peut-être de me faire taper les doigts, va me taper les doigts, mais je suis obligé de le dire. C'est le temps des affaires pour les hôpitaux ou le service médical, c'est le temps des affaires. C'est le temps de business, c'est le moment. Souffrez que je vous le dise. Rappelez-vous que quand le chef de l'État avait dit que les palus simples sont soignés gratuitement dans les hôpitaux, tous les palus sont devenus compliqués. À l'heure où le chef de l'État avait dit tous les palus simples seront des enfants de 0 à 5 ans, on a dit tous les autres palus sont devenus compliqués. Mais à l'intérieur, on déclarait tout simplement palus simple, palus simple, palus simple. Mais vous c'était un palus compliqué où il fallait qu'on vous enlève les produits qui étaient gratuits, vous devenez payants. Lorsque cette affaire a commencé, nous étions les premiers encore sur ce plateau à décrier ici, avec les gants. On vend les caches, les masques à 1500. Monsieur le ministre, intervenez. On vend les gels à tel prix. On vend ceci à tel prix. On vend cela, on vend... Non, les pharmacies sont en train de se faire de l'argent parce que les 10 comprimés de chloroquine étaient vendus à 15 000. On s'est retrouvé à vendre l'azithromycine à 12 500, 17 000. Monsieur le ministre, intervenez. Qu'a fait le ministre? Rien. Il a laissé les gars se faire de l'argent. Et les gens, des pharmacies, sont fait de l'argent. Aujourd'hui, quand on arrive dans un hôpital, le médecin vous dit, je n'ai pas de test. Je t'évalue avec quoi? Comment je sais que tu as ou tu n'as pas? Il dit, bon, ok, on procède. Est-ce que tu es d'accord de procéder par tâtonnement? Il dit, oui. Tu as quoi? Il dit, j'ai les maux de tête. Tu as encore quoi? J'ai la fièvre. On prend, tu as cara. Il dit, ça peut être ça. Tu as déjà touché le coup de ma tête. Ça peut être ça. Non, je vous dis, il procède par tâtonnement, ça peut être ça. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va faire semblant de soigner un palu, mais on te met quand même quelques produits de corona. Tu es d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est quelqu'un qui a dit, essayons d'aller, je le dis de manière triviale pour qu'on essaie de se comprendre, par tâtonnement. On a dit non. On peut évoluer désormais avec, parce que vous toussez, oui, je tousse, non. Ok, allons essayer de voir quel est l'état même de vos poumons. Allez faire la radio, allez faire le scanner. Voilà ces malédictions. Aujourd'hui en France, les Français sont en train de procéder à une expérimentation. C'est-à-dire, on prend le plasma de quelqu'un qui a contracté le coronavirus, qui a guéri. On prélève ça, on essaie de multiplier les souches pour injecter à d'autres personnes pour favoriser. Je dis en France, c'est ce qui est en train de se faire. Ils ont appelé ça la plasmothérapie, quelque chose comme ça. Ils sont en train de le faire. Et jusque-là, il y a pas mal de limites à ce procédé. C'est pour dire que... permettez-moi, je suis d'accord, c'est pour dire... Et ils sont en train d'évoluer. Ils recherchent comme moi. Mais chez nous, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans les manœuvres. Vous allez arriver. Quels sont les moyens qu'on a donnés aux médecins pour pouvoir faire les tests? À l'hôpital, on va vous dire qu'il y a manque de réactifs, il y a ceci. Mais que le ministre nous met dans son communiqué, nous venons de passer la commande de 23 millions de tests. Nous venons de passer la commande de temps. Ces produits vont arriver. Aussi, je demande le sursoir momentanément
la prescription Salamel Bachou, vous êtes un ami de la Non, République. mais la Guinée équatoriale a commandé plus de 10 000 tonnes de Covid organique à Madagascar. Hein. Voilà. Et vous savez... Vous parlez bien de la Guinée équatoriale. Oui, Hormis les tests qu'ils ont déjà commandés et qu'ils ont reçus. oui, j'ai pas la Guinée équatoriale. Ce qui m'intéresse encore, c'est que j'ai lu un commentaire sur Facebook qui m'a quand même intéressé. Et ça indique un peu mieux ce que nous sommes en Afrique. La personne a dit, le coronavirus est né en Chine, a grandi en Europe, a fait ses études aux États-Unis et est devenu homme d'affaires en Afrique. Vous avez oublié l'Italie. Non, Oui, en en Europe. En Europe. Europe. A fait ses Grandi. études aux États-Unis, Particulièrement grandi en l'Italie. Europe, a fait ses études aux États-Unis et est devenu homme d'affaires en Afrique. Vous voyez que tout le monde meurt, on essaie de soigner ailleurs, mais ici, chez nous, on essaie de se faire plus d'argent. Karine, deuxième sujet. Deuxième sujet, aujourd'hui, on parle encore de la Côte d'Ivoire pour avoir demandé de surseoir le mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Soro et la libération de ses proches. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'est plus reconnue en Côte d'Ivoire. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, cette fois-ci, on va dire plus que jamais, beauté en touche en Côte d'Ivoire. Et ils se sont d'abord servi d'un article concernant justement cet accord-là, on va dire cet engagement que la Côte d'Ivoire a eu avec... Article 34, alinéa 6. Très bien. Et c'est quand même assez compliqué, bon Bengan, quand on sait qu'on peut avoir la pression sur vous et vous trouvez justement de fuir cette pression-là pour vous qui êtes, je parle là bien sûr de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette façon de faire là? Mais comment vous voyez les complications partout? Il voit la pression même. Mais monsieur Guillaume Soro est pris dans le piège que lui-même avait tendu. Il était allé à la communauté internationale pour valider la prise d'armes contre le gouvernement légal et légitime de Babo. On utilise la même communauté internationale pour lui dire que mon ami, attends encore, tu es encore petit, dans 20 ans tu viendras. Mais vous voyez les complications partout? Non, il n'y a pas de complications. Nous sommes dans l'environnement politique. En politique, c'est violent. En politique, tout le monde peut avoir raison. En politique, les grands mangent les petits. En politique, c'est les réseaux. C'est comme ça, cher ami. Il n'y a pas. Donc, c'est quand même Alassane Ouattara qui est là, qui est l'ami de la communauté internationale. Vous savez, le 31 décembre 2010, donc la veille du réveillon du 2001, quand Gbagbo avait gagné les élections, en 2011, vous savez la première mesure? Non. La première mesure prise par l'Union européenne, c'était d'interdire les médicaments en Côte d'Ivoire. Donc, même si on interdit les médicaments en Côte d'Ivoire, ça regardait Gbagbo, puisque lui, peut-être, il avait même un médecin particulier. Non, il est question de piétiner, de tuer les Africains. Ils ont utilisé le Guillaume Soro à un moment donné, les IB qui sont décédés, il y en a beaucoup, Ousmane Chérif, Ousmane et tout, avec le patron central qui est le président Alassane Ouattara. Et maintenant, le président Ouattara est encore là. Il faudrait bien qu'on déblaye sur le chemin, qu'on lui permette de dire, mais donne-nous un successeur. C'est comme ça, c'est ce que la soi-disant communauté internationale. Donc maintenant, elle va donc dire, puisque la politique, c'est le droit, c'est l'histoire et c'est la diplomatie, on utilise donc des éléments de droit pour écarter ce qu'on veut écarter. Et surtout, Blé Goudé avait dit à Guillaume Soro, son ami, il lui a dit, Soro, est-ce que tu te rappelles, parce qu'il avait tutoyé dans le cours d'un meeting, tu te rappelles de ce qui est arrivé à Fodé Sanko? Tu te rappelles de ce qui est arrivé à tel à tel? Et Babo a renchéri, dans le meilleur des cas, vous allez finir votre carrière en exil. Et si les gens là veulent, ils peuvent même vous tuer. Donc, c'est délicat. C'est-à-dire que Guillaume Soro était plus ou moins préparé quand même. Hein. Mais pas plus ou moins. Il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Le seul poste qui lui restait là, c'est président de la République. C'était tout. Donc c'est tout à fait normal qu'il aspire, mais c'est également tout à fait normal que les autres lui disent que non, tu ne pars pas. Je ne sais pas si Dominique Audrey a entendu parler de cette histoire. Jusqu'ici, Guillaume Soro rassure et signe en disant qu'il sera candidat aux élections d'octobre prochain en Côte d'Ivoire.
Quelles sont ses chances d'être candidat en Côte d'Ivoire, à votre avis, Dominique Audrey? Comme à l'habitude, je vais être honnête avec vous et sincère et direct pour vous dire que, honnêtement, mon pays a tellement de problèmes que je ne m'intéresse pas à ça. Je crois qu'il a été condamné. Mais maintenant, s'il persiste à vouloir faire leur guéguerre, la gare, c'est là, honnêtement... On vous comprend. Non, vraiment, je suis sérieuse. Hein. C'est qu'on l'a déjà condamné. Maintenant, il y a un autre problème qui touche tout le monde. S'il reste là à se tirailler pour histoires, présidence, pas présidence, honnêtement, non. Monsieur Ngachou, je ne peux pas m'asseoir pour regarder ça, alors que je peux regarder une conférence où Monseigneur Cled a dit, par exemple, que son produit a commencé à traiter des gens. Donc, en tout cas, on en reparlera également. Allez, Karine Santia, vous voulez bien finir votre avis sur cette condamnation, mais surtout sur la sortie de cette organisation. C'est assez compliqué quand même. La Côte d'Ivoire prend, on va dire, des coups des franges. Pour mieux se positionner. Parce que c'est normal, la Côte d'Ivoire peut le faire et les dispositions légales de la Cour pénale, de la Cour africaine des droits de l'homme le permettent, donc elle peut le faire. C'est pas le seul pays à l'avoir fait. On a parlé du Bénin qui l'a aussi fait. 4 pays africains. La Côte d'Ivoire, elle m'a cité 5 autres pays qui ont déjà eu affaire au cours à cette disposition-là. Donc ce n'est que normal, mais après le ping-pong de Guillaume Soro, ça s'explique aussi parce que vous savez que tout homme politique aspire à la plus grande marche du podium. Tout homme politique aspire à la plus grande marche du podium. Même si un politicien peut se contenter de sa disposition de député, dans sa tête, il aurait pu être président de la République. Ce n'est que dans notre pays que quelqu'un qui est député est content et se limite à ça. Il ne veut plus rêver. Ce n'est qu'ici que je vois ça. Donc, ailleurs, les gens rêvent, les gens veulent avoir mieux. Sauf que si vous drainez derrière vous des casseroles et que vous savez qu'on peut vous suivre par rapport à cela, sachez qu'un jour, ces casseroles vont être exposées et tout le monde va savoir ce qui s'était passé. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est même pas par rapport à la crise en Côte d'Ivoire qu'on le poursuit. C'est justement par rapport au détournement de deniers publics. Donc, dites-vous bien que de toutes les manières, la justice aura toujours raison. Merci Karine Santia. Je me retourne rapidement vers vous, Charles-Amel Batchou. Hier, nous avions parlé sur ce plateau de ces voitures qui ont été octroyées à l'État du Cameroun par l'Organisation mondiale de la santé. Oui, 14 voitures avec chauffeur et le carburant qui sera bien évidemment à la charge de cette organisation-là. Et il y a eu quand même une comparaison sur les réseaux sociaux aujourd'hui où les Camerounais ont trouvé quand même le courage d'aller nous prendre des images du Ghana. Le Ghana qui s'est fait acheter près de 200 ambulances sans faire de bruit. Et qu'au Cameroun, qu'on vous donne 14 voitures et tout le Cameroun en parle. Monsieur Michel Ngachou, les enquêteurs, les experts de je crois que c'est la CAF, qui étaient descendus au Cameroun, vous avez demandé d'aller arranger le canapé qui est devant l'hôpital central, que ça nous prête la salle d'attente et d'accueil. Alors imaginez-vous que pour une compétition comme la CAN, ce soit des experts qui viennent vous dire qu'il vous manque ceci, on a besoin à Limbe de tel nombre d'ambulances. Mais écoutez, je vous ai dit qu'on a pris un barbiturique sérieux. J'ai suivi encore hier, lorsqu'on a donné, c'était sur Equinox Télévision, au journal, lorsqu'on a donné la parole à Barbara et toi qui a dit que les véhicules ont été loués. Mais pourquoi le gouverneur du centre, lorsqu'il a réceptionné, n'a pas précisé que ces véhicules étaient une location de 3 mois? En 3 mois, le Covid va finir, c'est ce qu'ils estiment. En 3 mois, et après les 3 mois, les véhicules deviennent. Quand on sait qu'il y a près d'1 mois, bien avant, on a offert les mêmes véhicules, on a dit à l'Ouest Cameroun. Mais monsieur Michel Ngachou, nous sommes en train de nous amuser. Nous sommes en train de nous amuser. Je crois qu'on a fait du Cameroun, qui est le 2e pays le plus touché, et à l'Afrique centrale, concernant l'affaire du Covid-19, on est en train de faire du Cameroun une terre de cobayes. Je pèse mes mots, une terre de cobayes, parce que je ne comprends pas et je ne conçois pas qu'ailleurs, regardez tout ce qui est fait en Afrique du Sud, regardez ce qui est fait dans les autres pays, qu'au Cameroun, on donne l'impression, les gens sont en train de jouer la vie, alors que dans les périphéries, on enterre. On aurait bien vu voir comment on enterre les gens au cimetière de Deido.
tous les jours pour faire comprendre aux gens que quand on vous dit confinez-vous, c'est que vous devez vous confiner. On n'en parle pas. Les agences de voyage ne respectent pas le principe du thermoflash, ne respectent pas le principe de cache-nez. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'on dise que oui, nous sommes contents. Je suis content qu'on a offert 2 Prado, 14 Prado, d'une valeur de 80 millions fois 14, qui fait environ 500 millions. Cet argent pouvait aider à acheter des gels, cet argent pouvait aider à donner. Pendant ce temps, le Ghana a pris 200 ambulances. Médicalisées, ajoutez l'expression Oui, s'il vous plaît. oui. Médicalisées. Je pense que chaque arrondissement devait avoir au moins 3 ou 4 ambulances médicalisées par rapport à cela. Je crois que les différentes ambulances, on devait gérer en disant, nous avons droit à la 5e, nous avons une ambulance, droit à la 2e, nous avons une ambulance, droit à la première, on a une ambulance. Moindre cas, nous prenons en charge, nous essayons de traiter. Je crois qu'on devrait arriver à ça, mais ce n'est pas ça. Mombo disait tantôt, le protocole, on ne l'a pas. Il faut aller faire le scanner, on est dans les manœuvres. Vraiment, le Cameroun, c'est la terre de cobaye. Allez, Karine Santia, des messages, bien sûr, de nos téléspectateurs avec vous. Ah oui, un instant, le temps que ça charge. Voilà. Alors, un message à l'instant. Quand ton fils se présentait, t'as rien dit. Pendant la dot, rien. Le mariage, rien d'autre. Maintenant, elle vient faire comme si. Pouf. Chérie, pardonne-lui. Ça, c'est un message de Davila Valérie qui écrit. Alors, parlez pour vous là-bas. Moi, je continue toujours à penser. Voilà. Pourquoi vous coupez toujours la parole à Dominique Audrey? Ils ont loué, on leur a pas donné. Et s'il te plaît, ils louent les 14 à 500 millions. Nous sommes foutus à cet âge. Vous avez vu les images au Nigeria, les salles qu'on avait aménagées. Devant chaque lit, il y avait un respirateur, il y avait un appareil cardiaque, il y avait tout. Vous avez vu ces appareils. C'est ce qu'on vous a présenté à Yaoundé, au stade. Vous avez vu quoi à côté des lits? C'est la question. Karine Santia, des messages. Oui, des messages. Alors, un autre message. Même si elle est fâchée, n'importe comment, elle ne devrait pas refuser ses enfants à sa belle-mère juste pour ses paroles. Donc, c'est pas bien. Il y a quand même des belles-mères méchantes ici dehors. Hein. Qu'elle jette les enfants aux toilettes. Tu étais là, la mère. Ça, c'est Ajo qui écrit. On dirait que les Camerounais ne comprennent pas toujours que le véritable problème au Cameroun vient du gouvernement en place. Romy Roméo. Les parents sont des êtres humains. Ils peuvent faire des erreurs. Ma mère agit s'excuser. Ma mère agit à je comprends pas trop le message. S'excuser du haut de ses 77 ans. 70 ans. Vous savez, en Afrique, une femme qui traverse un âge sans accoucher pose un problème à la société. Ça commence avec la mère, ça s'ensuit avec le père. Le père qui demande, mais pourquoi est-ce que ma fille ne parvient pas? Vous avez des mamans qui dans les ménages demandent, ouais, ma fille, accouche, même tu me donnes l'enfant. Quand on faisait des injections, souvenez-vous, qu'est-ce que vous en dites? Non, voilà, je suis pas comme on a longtemps, et puis mais je dis, c'est un problème. Lorsqu'on se rend désormais compte que la fille ne peut pas, ou le garçon ne peut pas faire d'enfant, on change de méthodologie au niveau de son éducation, on le prépare à adopter, on le prépare à accepter, on change l'éducation. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui le simple fait, on a dit à toutes les filles qu'elles jetaient les enfants dans les cabinets. On a dit à tous, celles même qui me regardent, même dans mon quartier là où j'étais, on disait ça aux jeunes filles. C'est des expressions qui sortent. Mais c'est important. Oui, je le dis que c'est des expressions qui sortent. C'est sorti comme ça. Je dis ça sort. Je vous le dis. Vous savez qu'il y a des expressions qui sortent comme ça et qui blessent. Je le dis tout jeune. On se moquait des enfants albinos. C'est des choses qui arrivent. Il y a des choses qu'on pose et des actes qu'on fait. Mais le dire là aujourd'hui que la mère a lâché. Vous savez, les mamans ne parlent pas tous le français de la même manière. Et ça dépend de l'éducation. Donc il faut savoir prendre un ensemble de choses. Aujourd'hui, avec le regard occidentalisé, puisqu'elle a dit ça, je vais faire ça. Je ne lui parle pas. Je sais ça. Je sais. À la fin, qui perd? Tout le monde est doué de sentiments. Un autre message, cet argent pouvait nous acheter des ambulances, mais puisque nous sommes dirigés par des gens, je ne vais pas prononcer ce mot-là, voilà ce qui pourrait arriver. Alors, les voitures ne servent à rien. Nous avons besoin de voitures médicalisées. L'ambulance pour vite rouler où? Nous n'avons même pas de route. En cas d'urgence, vraiment, le malade peut crever dans les embouteillages. Nous avons beaucoup à refaire. Notre message qui nous parvient à l'instant. Oui, parce qu'elle ne fait pas la politique du ventre. Ça, c'est par rapport à la descente, à
à la condamnation de ces voitures-là par Nouran Foster. C'est par rapport à ça que le téléspectateur agit. Un autre message. Arrêtez de prendre les poubelles d'Europe pour venir nous donner un don. Bon, on vous dit merci, madame, messieurs, merci de vos réactions, mais on se rend compte, il y a un journaliste qui vient de mourir à Yaoundé, Jean-Pierre Amana, certainement vous avez entendu parler, qui a été l'un des journalistes de la presse privée bien connu de ce côté-là. Et on en profite ce matin pour adresser tous nos soutiens, oui, notre soutien complet à toute la famille des journalistes du Cameroun, et froidement touché par le décès de M. Amana, avec qui j'ai quelquefois eu la chance d'échanger. Et j'imagine bien dans quel état peuvent se trouver nos frères du côté de Yaoundé. Comment ça? Il avait le Covid? Non. Déjà lui. Il est mort d'un accident. C'est pour ça que j'ai dit que je peux faire comme... Déjà lui pendant longtemps était très souffrant. Hein. Voilà. J'ai voulu que vous précisiez pour que on ne mette pas en bas un journaliste décédé. Vous savez, Facebook, ça va vite. Hein. Allez, Karine Sontia, que de messages ce matin? À quoi sert ces Prado? Nous avons besoin des voitures médicalisées. Pourquoi toujours tourner dans le sens inverse? Marcel Kamga. Je suggère que la mère s'excuse auprès de sa belle-fille. Ce qu'elle a fait n'est pas gentil, quoique c'était pour protéger son fils. Loïc Edjan qui nous écrit. Alors, un autre message. Moi, c'est Habitat depuis la région de l'extrême nord. Désolée pour ce message, mais je suis vraiment touchée. La région de l'extrême nord est trop rejetée et trop négligée. La région de Boko Haram, la région des poussières, la région de choléra, la région de chômage, la région des inondations. Pardon, pensez à nos pains, nos souffrances, nos peines, nos souffrances, nos réussites. Njam Bouba qui nous écrit ce matin. La fille est née du renouveau. Comment? Et pendant la campagne électorale 2010, on sait que tous les enfants... C'est vous celle qui avez eu le privilège d'accueillir le candidat de renouveau, qui a d'ailleurs gagné les élections. Tous les premiers enfants d'une famille doivent réussir. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qui s'attache donc à deux papas? La fille est née, ça se pose. On le sait aujourd'hui, Bobo Bengan. Grève des dockers au port de Douala, à l'ancienne direction des douanes. Ça a repris ce matin, Charles Bachou. Tous les jours, tout le temps, il ne se passe plus 6 mois sans qu'on ne parle de grève des dockers au port autonome de Douala. Scribi est en train de se préparer. J'ajoute juste Scribi en train de se préparer. On vous a dit, peut-être hier ou avant-hier, que méfions-nous d'une déflagration sociale. Méfions-nous de la déflagration sociale dans notre pays. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pour cette raison que nous avons estimé qu'il était important, nécessaire et même judicieux pour le gouvernement de causer régulièrement avec les milieux économiques. Pourquoi? Ça empêche quoi? Que le chef de l'État reçoive les patrons des entreprises, reçoive les dirigeants des syndicats. C'est eux. Comment vous pouvez avoir la température de votre pays si vous n'êtes pas avec les acteurs sociaux? Ce n'est pas possible. Les renseignements là, de la préfectorale militaire et tout ne suffisent pas. Mais bon, juste tout de suite, Charles, mais ce n'est pas la première fois. Les dockers du port, tout le temps, c'est des plaintes, tout le temps, c'est des grèves. Je peux vous Comment assurer que ça? les dockers souffrent énormément. Je dis énormément, j'en connais vraiment des dockers qui, vous partez aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr d'être là demain. Donc déjà ça, il y a ce premier principe, c'est-à-dire il n'y a pas de statut de docker. On devrait avoir un statut de docker. Aujourd'hui, c'est un camp qui devrait être littéral, parce que leur travail est excessivement difficile. Je ne peux pas vous dire ce que ces gars vivent. Lorsqu'ils vont rencontrer, nous voulons l'aménagement de ceci, on passe trop de temps à faire des promesses aux dockers. Vraiment, je ne sais pas ce que les gars du GEPAC la mangent. Ils doivent manger quelque chose, des écoles très forts, parce qu'ils font des promesses, ces gars écoutent, ils redescendent, ils donnent encore plus. Vous pouvez imaginer combien de bateaux sont déchargés par jour. Vous pouvez imaginer le travail que ces gars donnent. Comment est-ce que les gars vont aller s'en sortir? Regardez l'heure même. Quand on parle en termes de paiement, regardez la façon avec laquelle le calvaire de ces gars, comment ces gars sont payés. On fait des promesses à gauche et à droite. À côté de ça, vous voyez ces responsables. Ils roulent avec des véhicules rutilants. Ce n'est pas de la blague. Je dis rutilants, des véhicules avec
frigo à l'intérieur, mais vous avez quelqu'un qui est en train de se servir. Oui, je dis, des véhicules avaient frigo à l'intérieur, je vous le dis. J'en connais certains dans le milieu. Mais ils s'en foutent, il faut dépenser. Aujourd'hui, on a fermé les boîtes de nuit, snack bar et cabaret. C'était là où on les voyait bien démontrer qu'ils sont, ils sont des gestionnaires. Non, je crois à un moment donné qu'il faut que chaque Camerounais puisse manger à la vraie sueur de son front. Qu'on arrête de fabriquer des voleurs, qu'on arrête de fabriquer, on parle de déflagration, mais c'est grave, les transporteurs sont encore en train de se préparer en disant qu'ils vont refaire. Cette fois-là, ils ne vont plus avertir, ils vont seulement lancer, ce sera le mot le matin, on va plus le voir. Vous regardez, imaginez un peu comment ça fonctionne. Et ça rentre justement dans la déflagration, on demande d'avoir peur, hein, parce que ça peut prendre d'autres tournures dans les jours à venir. Allez, autre sujet quand même, Dominique Audrey, certainement vous avez entendu parler des 10 délégués de la commune urbaine de Douala, licenciés par Antonin Tonnet, vous avez entendu parler, qui vont reprendre bien sûr le travail demain, 1er mai, parce que demain on est le 1er mai, la fête du travail, et cependant les négociations pour les paiements de leurs droits se poursuivent. Est-ce qu'il aurait fallu enfin que l'on mette Antonin Tonnet de côté pour que ces délégués rentrent quand même dans leurs droits? Oui. Donc c'est Tonnet le problème. L'élément perturbateur. Vous voulez quoi? Non, pas l'élément perturbateur, c'était lui le problème. Il a dit, je ne les prends pas, je piétine les lois de la République, vous faites quoi? Et on n'a rien fait. L'inspection du travail. Et on n'a rien fait. Comment vous allez, l'inspecteur du travail dit, monsieur le délégué, reprenez-les, ils ont raison. Qu'est-ce qui risque Tonnet dans ce cas-là? Rien. Rien du tout. Il risque quoi? Il a Rien. fait quoi? Est-ce que vous entendez encore parler? Il existe des passe-droits. Il y a des gens qui sont au-dessus des tests. privilégiés. Voilà, il y a des gens qui sont au-dessus des tests de la République. Et ça, voilà un exemple. Un témoignage vivant. Voilà un témoignage vivant. Donc, Karine Santia. ouais, si comme on les reprend, le maire le prend, c'est une très bonne chose. Maintenant, on va donc calculer. La justice leur avait donné raison. Maintenant, la communauté urbaine à l'époque, aujourd'hui la mairie, était astreinte d'aller verser une certaine somme par jour de retard. Donc on calcule tout et on les reverse. Donc en fait, le docteur Tonnet les a rendus un peu riches. Peut-être sans le vouloir. Après des années de pauvreté. Oui, après les avoir fait galérer, maintenant. Miséré. Je pense pas quand même qu'il y a eu des morts. Espérons qu'il y aura de l'argent pour que ça soit payé. Karine Santia. Je ne souhaite pas qu'il y ait eu des morts ou des cas de maladies graves. Karine nous donne son avis. Dominique? Non, les familles vont récupérer, mais le seul problème, comme on sait au Cameroun, c'est lorsqu'il faut donner l'argent à qui de droit. C'est là qu'on verra. Ma part dedans, c'est combien? Non, il n'y a pas de ma part dedans. On vous donne tout votre argent. Auquel cas, vous faites le bruit. Moi, j'étais au Cameroun. Apparemment. Mais sachez que désormais, pour faire pression sur ces gens, il suffit de faire 1, 2, 3, 4 publications sur Facebook et ils se mettent... Sur les textes quand même, sur les textes, le maire de Douala, actuel, Mbassandine, a, j'allais dire, c'est un homme intègre. On l'a vu travailler parce qu'en fait, il faut dire les choses comme elles sont. Toutes les administrations là se le discutaient. Je me rappelle encore entre le ministre Akame Foumou et Justin Dioro, chacun voulait l'avoir comme cadre. Ça, ce n'est pas, pas la Talakou, c'est ce qui s'est passé. Donc, chacun voulait l'avoir au niveau de l'organisation du travail. Et justement, ça a même fait qu'il avait été PCA d'une entreprise à un moment donné. Aujourd'hui, la population de Douala aura l'occasion d'en juger. On va peut-être vous surprendre, messieurs et dames, sur ce plateau, y compris les téléspectateurs, en vous donnant une annonce qui va peut-être ne vous surprendra peut-être plus, mais on vous surprendra par l'information. C'est que Jean-Jacques Ekindi vient de démissionner du MP pour le RDPC. Et là, il vient de faire justement une rendre cela public à travers une conférence de presse qui... C'est qu'on se demande pourquoi avoir longtemps gardé le spectre, le silence. Est-ce que c'était longtemps, ça n'a pas duré? De le dire depuis que voilà, on adhère au RDPC et puis... Entre 2018 et 2020, ça a mis longtemps. Non, Jean-Jacques Ekindi, quand il a fait cause pour le président de la République pendant l'élection présidentielle, il fallait comprendre. C'est un monsieur qui connaît les couloirs. Et il s'est négocié. Vous avez vu quand il était député, il a réussi à créer, comment vous appelez ça, une foire internationale. FIDD, la foire internationale. Et il y avait au moins 5 ministres à l'ouverture de la foire. Donc, cher ami, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui connaissent les coulisses. Le mouvement progressiste. C'est un polytechnicien. C'est un polytechnicien.
C'est un polytechnicien. Allez, on va vous dire merci. Dominique Audrey, vous nous rassurez, demain vous nous retrouverez avec le même plaisir. Bien sûr, bien sûr. J'aurais bien voulu voir la tête de Dominique à l'antenne, hein, parce que très La voici revendiqué. la Merci, voici merci ma tête. beaucoup. Oui, à demain. Merci à vous, merci Charles Amel Badjou. Le plaisir de nous retrouver demain. Bonbon Bengan, merci. Le traditionnaliste, on assume cela. Karine Santia et moi-même Michel Ngachou, madame, messieurs, nous remercions ce matin séductionnement et surtout Eric Watat qui ont été plus que jamais présents pour la réalisation de cette émission. À demain, avec le même plaisir.